Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie des Bobardeurs 2025. Il s'agit de la 16e édition de cet événement qui est largement immanquable. D'ailleurs, je crois que je vois des têtes que je revois chaque année. On récompense, vous le connaissez, le principe, chaque année, les meilleurs menteurs, les plus belles prouesses en matière de désinformation, d'omission, d'inexactitude médiatique. Et pour cela, ce soir, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Liselotte Dutreuil. Liselotte, vous êtes rédactrice en chef de la matinale de Ligne Droite sur Radio Courtoisie. On vous entend chaque matin. Bonsoir. Bonsoir Floriane, merci à tous d'être là ce soir. Merci d'animer avec moi Floriane. Alors les spectateurs vous connaissent aussi extrêmement bien, j'en suis sûre, mais je rappelle que vous êtes journaliste et animatrice d'E-Média sur TV Liberté. Ce soir, vous l'avez compris, donc nous allons célébrer les artistes du bobard, les virtuoses de la manipulation et les champions de la réécriture de la réalité. Au programme, un florilège de mensonges, des petites cachotteries aux grandes manipulations, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour et de second degré, il en faut bien. Vous allez découvrir des performances époustouflantes, des retournements de veste spectaculaires et des explications qui défient toute logique. Préparez-vous à rire, à vous indigner et puis surtout à vous émerveiller devant l'audace de nos nominés. Alors pour cette soirée, nous aurons l'honneur d'accueillir des intervenants de choix. Nous avons Charles d'Anjou qui ouvrira cette cérémonie. Il est le président d'Omerta et puis il revient de 3 semaines de reportage sur le front russo-ukrainien. Effectivement, vous pouvez l'applaudir, il arrivera dans quelques instants. Il viendra surtout vous dire ce qu'il a vu sans filtre. On enchaînera avec une intervention de Michel Geoffroy qui décortiquera les prédictions géopolitiques de nos experts, autoproclamés experts, me corrigerait-il. C'est va-t-en-guerre, du moins, qui nous promettent depuis des années la défaite imminente de la Russie. Spoiler alerte, pour l'instant, on attend encore. Et puis, Victor Aubert nous parlera des Jeux Olympiques, pardonnez-moi, de la catophobie médiatique, avec la fameuse scène de la Seine revisitée, qui a fait trembler les réseaux sociaux et les médias. Et puis, Erga nous plongera dans les sales bobards. Vous savez, ce sont ces mensonges qui visent à salir la mémoire des victimes et qui minimisent les drames absolus. Et puis, Éric Morillo clôturera cette cérémonie avec un feu d'artifice sur l'Arcom. L'Arcom, vous en avez largement entendu parler ces derniers temps, j'imagine, avec... C'est parce que c'est une machine à censurer, bien sûr, et à supprimer récemment les chaînes de télévision. Une première, donc, en Europe, après la disparition de RT, qui ont fait office de premier dans la suppression. On reviendra aussi sur les classiques, donc les bobards olympiques, les prédictions électorales foireuses. Est-ce que quelqu'un a vu Kamala Harris récemment? Les fantasmes écologistes et les calculs créatifs de la mairie de Paris. Mais attention, ne blâmons pas trop vite les politiques. Après tout, où étaient les journalistes pour vérifier ces informations? Eux, si prompts à dénoncer les fake news, semblent parfois aussi innocents que des agneaux tout juste nés dès qu'il s'agit de remettre en question les déclarations de nos chers élus. Anne Hidalgo, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et quelques autres têtes d'affiche seront à l'honneur, mais n'oublions pas les scribes qui, sans broncher, relaient leur bobard avec une dévotion quasi religieuse. Alors j'espère que vous êtes bien installés, préparez vos applaudissements, préparez vos huées aussi, parce qu'il y aura de quoi. Ce soir, c'est vous, chers téléspectateurs, qui allez élire le meilleur des bobardeurs de cette soirée. Notre cérémonie est rediffusée actuellement en direct, mais c'est vous qui avez pris vos places, vos billets, qui, à l'aide de votre bras, le bras gauche, faites attention, voterez pour élire les meilleurs bobards, alors que le meilleur menteur gagne. Soulignons quand même que tous les spectateurs qui nous regardent en direct sur YouTube peuvent également s'exprimer dans les commentaires. La liberté d'expression, on y est très attaché. Donc allez-y, si vous nous regardez sur YouTube, commentez, partagez ce direct. On va, avant de commencer par vous présenter ces bobards, vous passer un extrait, l'extrait d'un court-métrage réalisé par Laurent Firode, que certains connaissent peut-être. Donc c'est un réalisateur, un acteur français. Et tout au long de cette cérémonie, nous rythmerons donc les différentes interventions avec son superbe sketch, La leçon de journalisme, ou comment aborder les sujets sensibles dans les médias de grand chemin. Je vous propose de l'écouter. Tu vas être journaliste ? Ouais. On va vérifier si tu as les aptitudes.
Je vais te donner quelques infos et tu vas me dire comment tu les présentes dans les médias, d'accord? Ok. Un jeune noir américain se fait tuer par un flic blanc aux États-Unis. Immense drame qui exige du gouvernement un geste fort en faveur des quartiers sensibles. Le même jeune noir se fait tuer par un flic noir aux États-Unis. RAS. Le président de la République annonce qu'il va fournir des armes à l'Ukraine. Fort geste de la France en faveur de la paix. Voilà pour ce premier extrait. Mesdames et messieurs, donc nous avons maintenant l'immense honneur de recevoir un homme qui incarne véritablement le journalisme de terrain, celui qui va là où les autres ne vont pas ou vont peu, celui qui est bien sûr le chef d'entreprise et le fondateur d'Omerta Média, Charles d'Anjou, 43 ans, une figure incontournable du journalisme d'investigation, nominé au prix Bayeux en 2022 pour un reportage sur TF1. Il vient de passer 3 semaines sur le front russo-ukrainien, un terrain complexe mais surtout plein de propagande qui entremêle la réalité et le mensonge. Et puis il vient nous dire ce que les autres ne vous disent pas, c'est-à-dire qu'il ne vous livrera pas de récit aseptisé, une intervention qui promet d'être captivante. Je vous laisse la tribune, Charles. Merci beaucoup. Merci à tous, merci à toute l'équipe, merci cher Jean-Yves. Alors, moi je dois vous dire que ce milieu médiatique est assez récent pour moi puisqu'il a démarré il y a 3 ans, mais qu'avant je faisais complètement autre chose. Je menais une vie d'expatrié à Moscou, somme toute assez classique. Et j'ai débarqué dans ce milieu parce que, comment dire, j'ai une amitié avec une des stars du journalisme de guerre, correspondante de guerre sur TF1, qui s'appelle Liseron Boudoul, et qui m'a demandé en janvier 2022, donc avant la guerre, de l'accompagner en Russie, parce qu'elle souhaitait faire un reportage, elle souhaitait trouver un sujet. Et donc je lui ai proposé d'aller suivre la situation au Donbass, qui à l'époque déjà, je disais, faisait quasiment la une de l'actualité, puisqu'il y avait des pourparlers en cours entre les présidents américains, russes et ukrainiens. Mais bien qu'ayant parcouru la plupart des grandes villes russes, mais je ne m'étais jamais rendu dans le Donbass. Et donc je l'ai accompagné, on est arrivé le 6 février 2022 à Donetsk, et nous avons fait 2 semaines de reportage, somme toute assez classique. Bon, la ville était la cible de bombardements ukrainiens, mais je dirais à un rythme qui correspond à celui que les habitants de Donetsk vivaient depuis 2014. Donc, a priori, rien à signaler. Et puis, le 24 février, à 5 h du matin, nos valises étaient prêtes. On devait retourner à Moscou. Ça faisait déjà 15 jours de présence sur place. Et puis, là, Liseron vient toquer à ma porte et me dit, écoute, Poutine vient de déclarer la guerre, et donc il faudrait qu'on reste. Est-ce que tu peux, le rédacteur en chef de TF1 me demande de rester. Est-ce que tu peux me tenir compagnie encore pendant 15 jours, 3 semaines? Bon, alors, j'ai pas vraiment hésité parce que de toute façon, je n'allais pas la laisser seule. Et puis, d'autre part, j'avais conscience que c'était quand même un moment historique, puisque vraiment, en étant sur place depuis 15 jours et puis en suivant l'actualité quand même depuis longtemps, cette déclaration de guerre a surpris tout le monde, y compris les locaux. Et donc, nous sommes restés 3 mois et demi sur place. Et nous avons couvert pas mal de... Bon, le front était assez long, puisqu'il partait de la mer d'Azov, donc tout au sud de Mariupol jusqu'à Lugansk. Donc on n'a pas pu tout faire, mais on a eu la chance de participer à la bataille qui, à l'époque, a fait la une de l'actualité pendant près de 3 mois, c'est la bataille de Mariupol. La bataille de Mariupol, c'est le premier succès important de l'armée russe, et c'est aussi la plus grande bataille urbaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette bataille de Mariupol, on l'a couverte donc pour TF1 et LCI, et on l'a fait 3-4 fois par semaine, parce qu'on ne pouvait pas se rendre... Enfin, l'accès à la ville n'était pas... D'abord, ça a mis du temps, puisque les Russes ne sont pas arrivés tout de suite à Mariupol. Pour arriver à Mariupol, il a fallu franchir... Alors,
par le littoral une trentaine de kilomètres, par l'accès nord de la ville 80 kilomètres, avec des points d'accès ukrainiens, puisque la défense ukrainienne ne démarrait pas à Mariupol, elle démarrait dans des tranchées, dans des champs, mais aussi dans quelques villes peu importantes, mais où les Ukrainiens avaient essayé de freiner l'avancée russe. Et donc en arrivant à Mariupol au bout d'un mois, on a produit, je crois, l'équivalent d'un sujet tous les 2 jours pour... En général, c'était pour le JT de 20 heures, mais il y avait aussi des sujets à la mi-journée, quand on avait la chance d'avoir de l'Internet. Mais là, j'ai compris qu'il y avait un côté un peu, dans ce journalisme de guerre, un peu compliqué, c'est que vous devez faire avec des contraintes qui sont des contraintes logistiques et des contraintes techniques aussi. Et donc tout se passe bien. Je me retrouve donc fixeur payé par TF1 et LCI pendant 3 mois. Et tout se passe bien. La rédaction est très contente puisqu'on est la seule équipe étrangère à Mariupol. Les journalistes d'AP, donc les Anglais, sont partis une semaine avant nous. On arrive dans la ville et on est pendant 2 mois les seuls journalistes d'un média étranger européen sur place. La direction est très contente, tout se passe bien. En étant sur place, on se rend compte que chez certains de confrères, notamment par exemple France 2 ou BFM, il y a un certain nombre de contre-vérités. Donc eux ne sont pas sur le terrain, mais ils relaient des informations qui sont produites par la presse britannique ou simplement par la propagande ukrainienne et qui ne correspondent pas à ce que nous on peut voir. Alors il y a quelques exemples. Le premier, c'est de dire la ville est rasée à 90%. Ça, c'est faux. J'ai parcouru toute la ville de Mariupol à l'époque et évidemment les destructions étaient considérables, mais dire que la ville était rasée à 90%, c'est un raccourci, c'est une caricature. Et là, on n'est pas dans la réalité, on est dans la propagande de guerre. Moi, c'est ce que je rejette absolument, c'est-à-dire que peu importe le parti pris, on peut d'ailleurs ne pas avoir de parti pris, mais si on prend un parti pris pour les Russes ou pour les Ukrainiens, il faut quand même, par honnêteté intellectuelle, relater la vérité, la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Sinon, on fait de la propagande et on est dans la malhonnêteté. C'est ce que je rejette absolument. Donc ça, par exemple, la ville de Mariupol est rasée à 90%, ou de dire qu'il y avait des massacres de civils ou que les civils ne pouvaient pas sortir. Ça aussi, c'était faux. Les civils, quand on arrive le premier jour dans Mariupol, les colonnes de véhicules civils pour sortir côté russe, c'est des colonnes de 4 ou 5 kilomètres. Et les Russes filtrent, parce qu'ils cherchent évidemment les combattants d'Azov ou des brigades ukrainiennes qui essaient de profiter des sorties de civils pour se camoufler et déserter. Donc ils vérifient les véhicules, etc. Mais il n'y a pas les Russes ne bloquent pas les civils. Les Russes n'exécutent pas les civils dans les caves. Beaucoup de civils ont vécu dans les caves, ils ont survécu d'ailleurs dans des conditions très, très complexes, assez dramatiques, manque d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Il faisait à l'époque mars, il faisait -15, conditions très difficiles, mais dire que les Russes, que c'était un massacre de civils, etc., c'est totalement faux. Voilà, donc... je passe sur Mariupol parce que j'ai peu de temps, mais quand on termine ce travail, j'ai bien conscience et qu'on rentre à Moscou, j'ai bien conscience que ce qu'on a vu sur le terrain, ce qu'on a réussi à relater, parce que finalement, quand on envoie les sujets, j'ai compris le travail d'un journaliste de guerre, c'est-à-dire que vous rentrez le soir, vous avez 2 heures pour monter un sujet de 4 minutes, vous avez tourné 5 heures, donc vous devez garder le plus intéressant, faites votre sujet et l'envoyer, c'est diffusé tel quel. Et je vois bien, parce que je suis les conversations, qu'il n'y a pas de filtrage. Quand la rédaction de TF1 reçoit le sujet à Paris, elle ne filtre pas. C'est-à-dire que le sujet, il passe direct. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de deuxième montage, etc. Et donc je suis plutôt optimiste, parce que je me dis qu'on fait du bon travail et que finalement, sans faire aucune propagande, la réalité qu'on relate est transmise telle quelle aux téléspectateurs. Et puis donc on sort de Mariupol, on rentre à Moscou, j'écris un livre avec Liseron, publié dans une très grande maison d'édition. Et là, première alerte, pour moi, c'est que quand on publie ce livre qui relate la bataille de Mariupol, eh bien, au moment de faire la promo du livre, il n'y a pas de promo.
Et là, je me dis, c'est bizarre parce que c'est quand même ce livre. On est venu nous chercher pour écrire ce livre, et la promo, ça se réduit à 2 passages. Et à l'époque, je faisais beaucoup de passages LCI, donc je me dis bon, c'est pas très grave. L'éditrice doit être prise avec d'autres sujets. Je lui en tiens par rigueur. Je fais les plateaux LCI, puis à chaque fois que je faisais un plateau LCI, il y avait le livre qui passait, ça faisait la promo, pas de problème. Et puis tout se passe tellement bien que, effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est nominé au prix Bayeux. Le prix Bayeux, c'est le prix français pour les reporters de guerre. Et le prix Bayeux sélectionne un des reportages qui était passé aux 20h de TF1, justement sur la bataille de Mariupol, avec une scène assez poignante où une famille évacue la ville et les enfants poussent la grand-mère qui est sur une chaise roulante. Et en fait, la grand-mère fait un arrêt cardiaque devant nous, devant la caméra. C'est ce sujet-là qui est retenu. Et bon, on m'avait prévenu, le prix Bayeux, tu peux être nominé, c'est déjà très bien, mais ne compte pas le gagner, puisque celui qui le gagnera sera forcément un reportage réalisé côté ukrainien. Et donc, mais la nomination était déjà une belle reconnaissance du travail qu'on avait fait. Et à un moment, les choses se durcissent, c'est-à-dire qu'à partir d'octobre 2022, d'un coup d'un seul, je ne suis plus invité nulle part. Liseron Boudoul est placardisé avec interdiction de retourner en Russie. Et moi, je deviens l'espèce de... Je suis complètement ostracisé, quoi. Et à ça, il n'y a pas vraiment d'explication, parce que sur les plateaux, je me tiens toujours bien. Et je faisais vraiment aucune propagande, quoi. Simplement, j'essayais, parce qu'à l'époque, il y avait déjà une présence un peu hystérique et ultra émotionnelle sur les plateaux. Notamment de réfugiés ukrainiennes qui étaient sans arrêt dans l'émotion et pas tellement dans l'analyse et dans un peu de prise de recul, ce qu'on peut comprendre en partie. Et donc d'un coup d'un seul, plus invité nulle part. Et c'est là que j'ai vu le basculement de cette chaîne pour laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois et avec laquelle tout se passait bien. D'un coup devenir une chaîne de propagande sans aucune, comment dirais-je, retenue et sans aucune... Enfin, avant, sur les plateaux, au départ, il y avait quand même... il y avait de l'analyse, même certains généraux qui aujourd'hui sont des propagandistes ukrainiens et otaniens, je dirais quasiment revendiqués. À l'époque, quand même, parfois on se regardait... Quand on entendait certains mensonges proférés sur le plateau, on essayait de remettre un peu d'honnêteté, un peu de réalité. Et là, on voit que tout a basculé, quoi. Et ça, pour moi, c'est je vois très bien le point de bascule dans cette guerre, puisqu'on parle de la guerre russo-ukrainienne. Pour moi, c'est octobre 2022. Et LCI bascule totalement dans la propagande. Et c'est assez insupportable. Et sur ces plateaux, depuis, parce que on suit, avec Omerta, on suit un peu ce qui sort sur ces médias mainstream, il faut dire que c'est quand même une avalanche de mensonges, de caricatures, d'approximations, de contre-vérités. Alors évidemment, on peut pas en citer que quelques-unes, mais quand vous entendez, par exemple, qu'on vous dit à longueur de plateau de télévision que les pertes russes sont de 1000 hommes par jour et que la source de ce chiffre, eh bien, c'est le renseignement britannique, eh ben là, si vous voulez, vous ne pouvez rien dire parce que aller chercher, comment dire, une source qu'on livre aux téléspectateurs alors qu'elle est donnée par, comment dire, une agence de propagande anti-russe, bon, c'est totalement surréaliste. Autant, à ce moment-là, ne donner aucun chiffre, puisque de toute façon, il n'existe de chiffre officiel ni côté ukrainien ni côté russe. Voilà. Donc c'est un exemple, mais ou de dire que l'armée russe est composée de crétins, d'alcooliques, que les Russes n'ont pas accès à la télévision, qu'ils n'ont pas de machine à laver, que... Bon, tout ça, c'est... Mais quelque part, bon, ça doit marcher. Auprès de certaines personnes, ça doit marcher. Mais je dirais, c'est pas la conception que je me fais du journalisme. C'est pas la conception que Régis Le Sommier avec l'équipe d'Omerta se fait du journalisme. Peu importe le parti, si on a un parti pris, je le redis, on n'est pas forcément obligé de prendre parti, surtout dans des conflits qui n'impliquent pas en théorie directement la France. On peut très bien ne pas prendre parti et rester dans l'analyse, mais se voir déverser une avalanche de mensonges et d'approximations ou de manipulations, c'est tout simplement insupportable.
Voilà, donc évidemment la situation sur le terrain elle est différente. Encore que, vous voyez, le réel s'invitant quand même maintenant, parce que après avoir expliqué que les Russes reculeraient et que l'armée ukrainienne étant composée d'Européens non asiatisés, mieux formés, mieux équipés par les blindés occidentaux, que les Russes en face étaient armés de vieux matériel soviétique, etc. Après avoir expliqué que finalement tout ça provoquerait la chute, jusqu'à la chute de Vladimir Poutine, eh bien on se rend compte aujourd'hui que eh bien les choses sont un peu différentes et que la fin de cette guerre pour l'Ukraine risque d'être plus difficile que ce qui nous avait été promis il y a encore un an sur tous les plateaux des chaînes mainstream. Voilà. Pour finir, peut-être, ce qui me reste peu de temps, je peux vous commenter. On a sélectionné quelques photos. Puisque, alors, chez Omerta, on a essayé de traiter un certain nombre de sujets auxquels les médias mainstream n'ont pas accès. Par exemple, bon, là, on n'a pas l'air très réveillé. Là, on allait à Kherson. Kherson, c'est la ville ukrainienne qui a été évacuée par les Russes, qui est sur le littoral de la mer d'Azov. C'est un port assez important. Et là, donc, on est la seule équipe à s'être rendue à Kherson. Le pont Antonovski avait été déjà détruit par les HIMARS ukrainiens. Et donc, on va traverser sur un ponton, sur une barge militaire, le fleuve. On va passer 4 jours côté Kherson, là où aucune autre équipe occidentale n'est allée, côté russe. Là, on est avec un ancien membre de la société militaire privée Wagner, qui a participé à la marche sur Moscou, de Wagner sur Moscou, et qui, entre autres choses, raconte son expérience dans Wagner et son expérience dans la colonne russe, parce que c'est dans la colonne des camions qui a monté vers Moscou. On n'a pas fait que lui, on en a fait d'autres. Lui, à l'époque, a réintégré un bataillon de volontaires cosaques sur le front de Lugansk. Et donc, la plupart d'ailleurs d'entre eux ont retrouvé des unités après leur passage chez Wagner. Alors ça, c'est sur le front de Kremina-Svatovo, c'est au nord de Lugansk, c'est un tir de mortier de 120 mm. Et d'ailleurs, un peu plus loin, en fait, avec Régis, on a une des séquences pour nous les plus fortes, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de drone, on arrive en voiture, il y a juste un drone ukrainien d'observation qui nous voit certainement débarquer. Et là, on est bloqué pendant 3 heures. Là, ce jour-là, ça a bien tapé. Mais ce serait aujourd'hui, ce serait plus l'artillerie. C'est-à-dire que sur les derniers reportages, le risque principal, c'est le drone kamikaze qui vole. Pouvait pas faire 200 mètres sans avoir une alerte de drone kamikaze. Et c'est devenu la menace principale, largement devant les mortiers et devant l'artillerie. Par la suite. Ça c'est un tir de, oui, ça c'est un obusier soviétique pas très loin de Bakhmout. Pas très loin de Bakhmout. Ces pièces, elles sont utilisées par l'armée russe et par l'armée ukrainienne. Je le disais tout à l'heure, ça fait l'objet de moqueries côté médias mainstream, parce qu'on a dit ils ressortent le vieux matériel soviétique, etc. Sauf que le matériel soviétique, il fonctionne. Qu'il fasse plus 30 ou moins 20, les obusiers sont toujours en état de fonctionner. Et aujourd'hui, vous avez les drones qui permettent de guider, les drones d'observation qui permettent de guider les tirs d'artillerie. Et donc, c'est devenu... c'est pas du tout, les Français, par exemple, se sont débarrassés de toutes ces pièces, les AUF-1, etc., les canons automoteurs. On a tout envoyé, à la casse, alors que les Russes ayant gardé, et les Ukrainiens aussi, ayant gardé quasiment l'intégralité du parc de leur artillerie, eh bien, sont capables de mener une guerre qu'aucun autre pays occidental ne peut mener aujourd'hui. Ensuite, alors ça c'est un tir de nuit. Bon, la photo, ça c'est une photo qui est prise à la caméra, parce qu'il faut vous dire que quand vous êtes quand vous êtes sur un reportage comme ça, vous êtes tributaire, les artilleurs vous attendent pas. C'est-à-dire que ils attendent 30 secondes. Et ils vous font sentir que c'est déjà trop. Et donc vous avez très peu de temps et souvent on n'a pas le temps de faire des photos. Parce que comme ça, un tir de nuit, vous le captez à la caméra, parce que pour nous, le film, pour les reportages vidéo qu'on produit, est plus important que la photo. Mais à partir de la vidéo, vous pouvez faire de temps en temps un extrait de photo. Alors ça, c'est pareil, c'est au nord de Bakhmout, ça c'est il y a 1 an. Et donc sur cette route, donc ciel bleu dégagé, on arrive le matin, il est 5h du matin, on est déposé, il fait encore nuit, par une petite camionnette.
On fait 1 kilomètre à pied, on joint des positions anti-chars russes. Et au bout de 3 heures, le tournage est terminé. Bon, c'est des blocos, mais on se dit, bon, on va pas rester là il est 10 heures du matin, on va pas rester là jusqu'au soir. Et on décide de repartir à pied sur cette route qui est surnommée la route de la mort. Mais quand on arrive sur cette route à pied, puisque la camionnette ne veut pas venir nous chercher, donc on doit faire 7 km à pied pour rejoindre un village, on se dit, mais la route de la mort, mais il n'y a rien, quoi. Tout est calme, ciel bleu, aucun problème. Et en fait, en marchant, là, c'est là où on croise le premier drone kamikaze ukrainien. Et pour l'anecdote, c'est assez drôle parce qu'il arrive, il se met en stationnaire au-dessus, on le regarde, il nous regarde. Et bon, bah, là, on se dit, bon, bah, là, vous voyez, sur la route, là, vous pouvez sauter sur le côté, mais il n'y a pas d'endroit où s'abriter, il n'y a rien. Et finalement, il repart, il choisit une camionnette, une petite camionnette de ravitaillement russe, et il va se faire péter sur la camionnette qui a 300 mètres. Et donc, voilà. Aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, je pense que là, ce ne serait pas 1, ce serait 5. Et aujourd'hui, ça vole non-stop. Hein. Vraiment, c'est non-stop. C'est des centaines de drones utilisés tous les jours sur chaque secteur du front. C'est devenu quasiment impraticable. On va voir la suivante s'il y en a une. Ça, c'est ça c'est plus tard, c'est sur ce reportage. C'est une pièce. Alors c'est un canon anti-char à la base soviétique, mais qui a été reconverti un peu en pièce d'artillerie mortier. Et donc il est utilisé comme ça. Donc on arrive sur la zone du tournage. Pareil, on est déposé très tôt le matin, on arrive sur la zone du tournage, et là ils se mettent en action, et ils nous disent, bon bah là, dans 2 minutes ils vont répondre, donc on repart en courant, et effectivement 2 minutes 30 après, un char ukrainien qui est un peu plus loin, parce qu'ils savent très bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec les drones, les Ukrainiens savent où sont les positions russes quasiment au mètre près, la cuisine, le point logistique, l'état-major, ils savent tout, et c'est pareil pour les Russes, ils savent exactement où se trouve chaque Ukrainien de l'autre côté. Donc quand les Ukrainiens reçoivent le tir de SPG, ils savent très bien où répondre, et le tir du char en fait arrive pas très loin. Là, c'est le dernier reportage qu'on a en partie dans notre dernier magazine hors série, et bientôt sur l'application. En vidéo, c'est à la rencontre avec un officier qui s'appelle Classique, qui est là et qui, lui, a participé à plusieurs assauts. Et il en a perdu quasiment une partie de sa jambe. Il a une jambe qui est plus courte aujourd'hui. Il a une histoire absolument incroyable. Au départ, c'est un prof de sport qui s'engage à 40 ans par patriotisme et qui a fait son service militaire, mais qui ne connaît pas plus que ça à l'armée. Et il gravit un certain nombre d'échelons au point de devenir commandant de compagnie. Et il participe à un assaut sur une tranchée ukrainienne, un assaut qui se passe pas très bien pour lui puisqu'il perd une partie de sa jambe. Et son histoire assez incroyable parce qu'il est, c'est vraiment En France, on sait ce que c'est qu'un officier qui montre l'exemple. On a moins de connaissances de l'armée russe, mais lui, c'est vraiment c'est l'officier modèle, quoi. Son histoire valait d'être racontée. Vous avez le drapeau de Wagner, parce qu'il n'était pas chez Wagner, mais dans toutes ces unités, la présence de Wagner... Wagner est une légende dans une grande partie de l'armée russe, notamment pour tous ses volontaires. Et donc, bien qu'ayant été dissoute, le drapeau de Wagner, vous le trouvez quasiment dans chaque unité. Ça, c'est près d'un obusier. Vous voyez les obus là, d'un 152 mm. Et pendant le tournage, il y a une alerte, parce que pour repérer les drones, vous avez une petite radio et s'affiche sur la radio si c'est un drone kamikaze qui est à proximité ou si c'est un drone d'observation. Là, je crois que c'est un drone d'observation. Et donc, il se met en position pour essayer de le repérer. Alors, l'arme qu'il utilise n'est pas très adaptée. En réalité, ça parlait à beaucoup d'entre vous. Le meilleur moyen pour descendre un drone, c'est pas le fusil d'assaut, c'est le fusil de chasse. Voilà, donc ils ont tous récupéré le fusil de chasse de grand-père. Et là, on ne le voit pas, mais c'est assez drôle de voir la combinaison d'armes assez modernes avec des viseurs thermiques, etc. Et puis du vieux 12 quoi, qui sert à descendre le drone. Et donc là, c'est le dernier hors-série qui est en kiosque et dans lequel vous retrouvez justement, dans lequel on vous explique que les négociations qui ont démarré, puisqu'on vient juste de cette zone,
n'ont pas changé le quotidien des soldats, et que côté russe, en fait, il y a un regard bienveillant vis-à-vis de Trump, mais qui sont tout à fait déterminés, tout à fait prêts à se battre encore des mois et des mois pour. Ils sont absolument pas décidés à lâcher prise, voire même, je pense que pour certains, il y a vraiment le souhait de continuer d'aller jusqu'au bout, et donc sur le terrain, il n'y a absolument pas de modification, il n'y a absolument pas de relâchement, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, parce qu'il faut souligner que malgré une plus grande faiblesse de l'armée ukrainienne sur l'artillerie, sur les blindés, etc., grâce à une légère supériorité du côté des drones et à une pugnacité évidente, eh bien, ils arrivent à ralentir les Russes, à freiner la progression russe. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Charles Danjou. Merci beaucoup. Bon, vous l'aurez compris, depuis le début du conflit, on a donc un florilège d'experts géopolitiques autoproclamés qui occupent nos plateaux de télévision. Et donc plusieurs de ces pseudo-experts se disputent la palme de l'intervention la plus absurde sur le sujet. Et si la bataille est rude, c'est d'abord parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Citons quand même Xavier Titelman, que je vous laisse écouter sur Sud Radio. Les armées ukrainienne se renforce plus vite que l'armée russe, parce que toute l'industrie occidentale travaille pour l'Ukraine contre l'industrie russe, qui est beaucoup plus faible et de moins bonne qualité. Donc ce différentiel, il va ne faire que s'accroître. La défaite russe, elle est quasi sûre, à moins d'arriver sur des systèmes qui soient non conventionnels. Oui. Mais à terme, ils vont perdre. C'est une certitude aujourd'hui. Bon voilà, donc une défaite imminente de la Russie qu'on attend toujours. Palme de l'originalité aussi pour Jean-François Colosimo, qui choisit lui de délaisser les analyses géostratégiques ou encore politiques. Pourquoi s'encombrer de tout ça quand on peut faire de l'analyse psychologique en expliquant que Poutine n'utilisera jamais la bombe nucléaire car il a un cerveau de reptilien de la guerre froide. Nous voilà rassurés. Bref, ils sont nombreux, mais il y a quand même une chaîne qui s'illustre particulièrement. Quelle est la chaîne française qui nous a raconté pendant 3 ans que l'Ukraine allait gagner la guerre, que la contre-offensive ukrainienne était efficace, que Poutine avait le cancer, que l'ukrainium était une maladie qui allait terrasser la Russie, que l'OTAN devait envoyer des troupes en Ukraine, que Poutine avait des sosies, que Zelensky était Churchill, que Poutine était Hitler, que pour un Ukrainien tué, c'était 10 Russes qui y passaient, que les Russes se battaient avec des pelles et que les Russes n'avaient même pas de chaussettes et que les sacrifices des autres étaient nécessaires, que Poutine voulait envahir l'Europe entière. Alors, Florian. Voilà LCI, donc je vous propose de retenir le média entier comme lauréat emblématique pour incarner l'ensemble de toute cette catégorie de menteurs. Place au bobard suivant. On va passer du côté outre-Atlantique avec une pluie de bobards, mesdames et messieurs, catastrophique. Il y en a eu des tas suite à la réélection de Trump. On a d'ailleurs du mal à les compter, tant ils sont nombreux. Mais en la matière, eh bien, je dois avouer que le journal d'Arte Junior a visé, soi-disant, éducatif, vous verrez que c'est plutôt rééducatif, m'a plutôt bien plu et je vous propose de regarder une vidéo. Trump et son gouvernement font peur à tous les défenseurs des droits de l'homme car ses futurs ministres sont des extrémistes de droite. Exemple, cet homme, Matt Gaetz, il est pour les armes, contre la défense de l'environnement, anti-avortement. Il a été désigné ministre de la Justice. Sa mission, détruire le système judiciaire actuel pour le remplacer par une justice aux ordres de Donald Trump, car vous le savez, Trump a souvent été condamné. Voilà, en une minute, même pas, les clichés s'empilent, s'enchaînent. Et puis, on se croirait presque sur une capsule parodique. Mais non, c'est bien Arte. Alors, il commence évidemment par rappeler que Trump est effrayant, que les défenseurs des droits de l'homme, là, il faut comprendre les gentils, contre ses futurs ministres qui sont tous d'extrême droite, les méchants. Avant de poursuivre, évidemment, en attaquant le système judiciaire qui va
qui va s'écrouler naturellement sous Trump, on le sait, mais l'école aussi va être mise en danger, le système de santé, etc. Je vous ai passé qu'un petit extrait, mais c'est un florilège, un journal bien subjectif et surtout bien anxiogène quand même pour des enfants, on pourrait dire. En tout cas, Arte Junior, pour moi, mérite vraiment son Bobard d'or parce que désinformer les enfants, eh bien, c'est créer les adultes crédules de demain. On va rester sur l'actualité américaine pour le prochain Bobard, chers spectateurs, puisqu'on a la chance en France d'avoir des spécialistes dont la quasi-entièreté a fait preuve d'une clairvoyance remarquable quant au sortir de l'élection américaine de cet automne, puisqu'aucun ou presque n'avait émis de doute sur la victoire de Kamala Harris, vice-présidente sortante. Alors Libération s'est trouvée particulièrement perspicace sur la question, je vous laisse en juger par vous-même. Kamala Harris, l'évidence. Kamala Harris, départ gagnant. Kamala arrive, Donald Trump tremble. Alors peut-être avait-il été inspiré par celui que Wikipédia décrit comme un spécialiste des États-Unis contemporains, consultant à la télévision et la radio sur les États-Unis, Thomas Negaroff. Celui-ci expliquait avec aplomb sur France Inter en août 2024 que Harris est la pire des candidates pour Trump. Elle est compétente, elle va faire voter les jeunes et lui, c'est un vieux mâle blanc face à une jeune métisse dynamique. Voilà, donc un spécialiste qui mériterait donc d'apporter un peu de nuance, peut-être, d'objectivité. À l'avenir, peut-être que ses prémonitions seront meilleures. En lice donc pour ce Bobard, Thomas Negaroff. Thomas Negaroff qui d'ailleurs avait supprimé son compte Twitter parce qu'il avait été repris partout sur X et donc il a supprimé son profil. C'était plus simple pour faire disparaître les preuves, mais vous connaissez Internet, rien ne disparaît vraiment. Surtout nous, cher Florian, nous sommes des snipers de l'information, de la désinformation. Et il faut bien qu'on garde un peu de réserve pour les Bobards d'or de l'année prochaine. Il y aura de quoi faire également. Eh bien, je vous propose maintenant d'accueillir sur la tribune Michel Geoffroy. C'est un privilège, une plume, un expert géopolitique, mais cette fois-ci, vous verrez un peu plus à la hauteur des experts dont on a pu vous parler. Je vous présente les ouvrages que vous connaissez, bien sûr, La superclasse mondiale contre les peuples, Bienvenue dans le meilleur des mondes, c'était là sur la science-fiction, enfin plutôt la réalité qui dépasse la science-fiction. Et puis son dernier ouvrage, c'est Occident Go Home. Il vient nous parler, ce cher Michel Geoffroy, ce soir, d'un sujet qui vous fera frémir, bien sûr, les experts géopolitiques des va-t-en-guerre. Je vous laisse la parole, Michel. Merci. Je trouve que vous êtes méchante. Non, vous êtes méchante parce que vous ne comprenez pas la difficulté qu'ont ces experts de plateau. Vous ne mettez pas assez en relief leur créativité permanente, parce qu'ils ont une mission quand même difficile, c'est presque une mission impossible. C'est d'essayer de faire coller le discours politiquement correct avec la réalité. Et manque de chance, aujourd'hui, la réalité est en train de changer très vite et le discours politiquement correct a un peu de mal. Vous avez peut-être dû voir la une du Monde de samedi. Le titre, c'est « Les politiques pris de court par le chaos mondial ». Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les certitudes politiquement correctes sont en train de s'effondrer. Et le narratif s'effondre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous ayez quand même une pensée charitable pour tous ces experts qui font le maximum pour essayer de montrer qu'ils arrivent à expliquer les choses. C'est bien. Alors, il faut avoir une pensée. Il faut faire un peu de rétrospective, d'ailleurs. Rappelez-vous les médecins de plateau avec le Covid. Là aussi, créativité très forte. La boulette. C'était vraiment extraordinaire. Au début, le Covid, c'était la boulette. Au début, le Covid, c'était une simple grippe, comme disait Michel Sim. C'est ce que disait d'ailleurs le ministre de la Santé de l'époque. Après, c'était une catastrophe. Rappelez-vous, les masques, c'était inutile. Puis après, c'était obligatoire. Bon, donc les experts, les médecins de plateau, ils doivent faire une grande créativité. Il ne faut pas oublier aussi d'autres experts créatifs, c'est les climatologues de plateau. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ça fait des années qu'ils nous expliquent qu'à cause du réchauffement anthropique,
Bien, la France va devenir un pays lacustre et il fera 50 degrés dans nos villes cet été. Bon, alors pas de chance. Vous avez dû voir qu'il n'y a pas longtemps, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont dit « Attention, comme le Gulf Stream est en train de changer de sens, en fait, nous allons être menacés plutôt par un refroidissement. » Donc, mais pour les experts, ce n'est pas un problème. Ça va se refroidir, mais c'est à cause du réchauffement climatique. Hein. Alors, on a vu tout à l'heure les contorsions des généraux de plateau. Moi, j'ai un homme que j'aime beaucoup. Hein, c'est le général Yakovlev. Hein. J'aime bien. Alors, parce que cet homme aussi, il mange son chapeau régulièrement sur les plateaux. C'est pas très drôle. Enfin, il mange son képi, plus exactement. Hein, c'est pas très drôle. Encore une fois, ce sont des gens qui ont expliqué, qui sont obligés de négocier en permanence des virages dangereux. Bon, vous le savez, ils ont expliqué avec certitude que la Russie perdait, hein, allait perdre. Bon, très bien. Maintenant, patatras. Voilà qu'il y a des négociations de paix. Voilà même que le président Zelensky se déclare pour la paix. Bon, très bien. Alors, c'est très simple. Le général Yakovlev a trouvé la réplique hein, sur LCI le 21 février. Il a dit « Non, mais j'ai jamais dit que l'Ukraine allait gagner la guerre. Hein. Donc, suivez le raisonnement. La Russie va perdre, mais l'Ukraine ne va pas gagner. Hein. C'était quand même un bon raisonnement, c'est pas mal. Hein. Bon. Mais il y en a d'autres. Hein. On pourrait citer le diplomate Gérard Haro, hein, qui est un diplomate certain, qui a écrit pas mal de livres d'ailleurs, intéressants, et qui dit vous savez, finalement, c'est pas grave. C'est ce qu'il dit le 10 février. C'est finalement pas très grave si l'Ukraine perd le Donbass, parce que c'est une région pauvre. Hein. C'est une région pauvre. Bon. Il se trouve que c'est une région très industrialisée, mais ça fait rien, c'est pauvre. Et alors, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, dans le Figaro, Stéphane Audran, alors qui est, je cite, « consultant en risques internationaux, spécialiste de l'industrie et du commerce des armements ». Donc en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des experts quand même de très haut niveau. Et lui, il nous dit, il écrit même, l'aide américaine est devenue moins indispensable à l'Ukraine qu'au début de la guerre. Alors c'est justement pour ça que le président Zelensky est allé aux États-Unis, à Washington. Bon, bref. Puis alors, pas de chance. Depuis le 5 mars, nouveau virage sur l'aile. Cette fois-ci, puisque maintenant, il faut à nouveau que l'on défende l'Ukraine et que l'on envoie des troupes pour garantir la paix. Bref. Enfin, on l'a vu, la contorsion des experts des États-Unis. Alors là, quand même très embêtant. Hein. Depuis 1960, grosso modo, la gauche européenne suit la gauche américaine. Donc, les États-Unis, c'est par définition le pays idéal. C'est vraiment le camp du bien. Et alors, patatras, Trump est élu. Donc là, il faut changer. Hein. Il faut changer. Alors, vous avez dit qu'ils avaient prévu l'élection de Kamala Harris. Je vous rappelle qu'en 2016, ils avaient prévu aussi l'élection d'Hillary Clinton. Hein. Donc c'est des gens quand même qui sont assez cohérents. Et donc il faut diaboliser le président Trump, le méchant qui trahit l'Ukraine, comme écrit Eric Scholl dans l'Express. Alors là aussi, créativité extraordinaire. Il y a encore le général Yakovlev. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Mais il a dit, c'est simple. Trump, c'est un agent de Poutine. Hein. Bon sang, mais c'est bien sûr. Hein. D'ailleurs, j'ai apporté le point. Hein. Vous voyez, l'homme de Moscou. Avec ça, évidemment, extraordinaire, on arrive à retomber en permanence sur ses pieds. Ils sont très forts. D'ailleurs, il y a un truc bizarre. C'est un agent de Poutine parce qu'il veut faire la paix en Ukraine. Ah bon? Mais alors donc ça veut dire que Poutine veut faire la paix? C'est bizarre ça. Hein? Bon, c'est un peu difficile à comprendre. Bref, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Et donc c'est pour ça que je considère que les experts de plateau, il faut vraiment les remercier. Et j'espère que vous allez les remercier en leur octroyant des bobards, des bobards, des bobards. Alors, point de bulletin de vote, mais bien des bras levés. Liselotte, je te laisse rappeler les bobards. Les bobards pour commencer.
Alors on avait le Bobard avec nos experts géopolitiques, nos va-t-en-guerre avec LCI donc nominés. En Bobard numéro 2, c'était Arte qui met en garde vos enfants contre le grand méchant Trump et ses compères. Et puis en numéro 3, nous avions les visionnaires quant aux résultats de la présidentielle américaine. On va commencer donc par le premier qui veut... Je vous laisse lever la main. Qui veut récompenser LCI. LCI pour l'ensemble de sa prestation. Alors... C'est pas mal. Ça reste maigre, LCI, mais c'est pas mal. C'est le Bobard d'ouverture et il a un léger avantage. Entendu. Alors, pour Arte Junior. C'est mieux. Arte, je vois que la manipulation des enfants, ça vous parle. Et on termine par Thomas Negaroff. Avec les unes de Libération. Maigre succès. Bon, je pense qu'on a un grand gagnant, Floriane. On retient Arte. On retient Arte Junior avec son magnifique journal sur Donald Trump. Tout à l'heure, il faudra revoter pour décider s'il aura l'or, l'argent ou le bronze. Mais restez avec nous. On va passer à la deuxième séquence. Mais avant d'entamer cette séquence, c'est la suite du sketch de Laurent Firode. Une manifestation de dizaines de milliers de personnes contre l'obligation vaccinale. Arrête. Une manifestation de 10 personnes contre la transphobie. Immense vague populaire en faveur des minorités. Un blanc chrétien sauve des gens qui se faisaient attaquer par un OQTF. Alors, son passé est trouble, on le soupçonne d'être un extrémiste de droite. Un noir musulman sauve des gens qui se faisaient attaquer par le même OQTF. Pleine page. Photo avec le président de la République qui lui remet la Légion d'honneur. On va passer maintenant à la deuxième séquence, donc les Bobards olympiques. Floriane, je vous laisse nous présenter le premier lauréat. Le premier lauréat, il concerne la mairie de Paris. Alors il fallait quand même qu'on parle que de la capitale parce que les habitants ont pu avoir une surprenante nouvelle en avril. C'est le cabinet Résonance qui a déclaré que la ville de Paris était la deuxième ville européenne où il fait le mieux vivre. Donc il déclarait que c'était une belle reconnaissance avant les Jeux Olympiques, naturellement. Et puis Paris nous dit, pour tout savoir sur le classement, ils ne vont pas nous donner les indicateurs de ce classement, mais bien sûr les autres villes qui sont après Paris. Paris, c'est magique, bien sûr. Alors, cette étude, elle prend en compte des indicateurs, parce que les indicateurs, moi, je vais vous les donner, tels que la longueur en kilomètres des pistes cyclables dans l'agglomération, ou le nombre de citations sur Google Search, de la ville, les tags Instagram également et Facebook sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a une donnée qui manque au tableau, mais ça risquerait de le noircir, c'est la donnée sur l'insécurité. Pas tellement révélateur, donc tout ça, vous l'aurez compris, de la qualité de vie des Parisiens. Au mieux, cela dénote finalement de l'attrait qu'a cette ville pour de potentiels touristes, enfin du moins avant qu'ils ne repartent ensuite de la ville de Paris, puisqu'ils sont nombreux, paraît-il, à souffrir du syndrome de Paris post-visite. C'est un syndrome post-traumatique qui a été inventé et dont sont victimes notamment beaucoup de touristes asiatiques, qui sont des cibles particulièrement juteuses pour les escrocs. Donc le Parisien a repris l'information absolument telle qu'elle, tout juste dans le sous-texte, il souligne que les internautes sont un peu sceptiques, mais bon, allez, on reprend l'info comme ça, c'est pas grave. Il y a d'autres cabinets qui font des études de la sorte. Par exemple, on a appris récemment que pour 2025, Paris était 3e meilleure ville du monde. Alors, on a visiblement perdu une place dans le classement, mais c'est un autre classement, un autre cabinet qui fait des études. Ça contraste évidemment avec les sondages qui
qui sont effectuées cette fois-ci par des enquêtes un petit peu plus sérieuses, quoi qu'on puisse en dire, de IFOP Fiducial, qui par exemple en 2023, selon un sondage commandé par Le Figaro, montrait qu'à 3 ans des municipales, il y avait 26% des Parisiens, pardonnez-moi, donc pas du tout des Français, qui se disaient très satisfaits de la vie dans la capitale. Ils étaient 41% à être satisfaits lors du sondage de mi-mandat du prédécesseur d'Anne Hidalgo, Bertrand Delanoë. Mais voilà, les calculs comme les comptes de la mairie de Paris ne sont pas bons. Mais la presse, elle reprend, elle sans nuance ni critique, puisque tout le monde a repris, tout le monde est allé de son petit article. Pourquoi est-ce qu'on publie des articles pareils ? Eh bien, c'est parce que tout rédacteur vit aux dépens de celui qui le lit et que cela fait du beau remplissage, du trafic sur les sites internet. Et puis, bien sûr, Le Parisien, c'est un peu l'organe de propagande d'Anne Hidalgo. Alors, je pense qu'à eux deux, ils méritent bien un petit bobard. On poursuit avec un bobard un peu moins amusant qui concerne donc ce scandale des grooming gangs. Scandale qui a ému beaucoup de monde. On a eu du mal à démêler le vrai du faux, sauf Anne-Elisabeth Moutet. Alors elle a été sur le sujet directement très à la pointe. Elle s'est même payé le luxe de commenter les propos d'Elon Musk, qui, rappelons-le, donc, est celui qui a mis en lumière ce scandale des grooming gangs et l'implication de l'administration britannique. Alors, donc, cette fameuse journaliste, Anne-Elisabeth Moutet, a estimé qu'Elon Musk ne comprend pas vraiment les systèmes de la société britannique. On se pose quand même la question de savoir si on doit être expert ou non de la société britannique pour s'offusquer que des dizaines de milliers de jeunes filles aient été réduites à être des esclaves sexuels de gangs pakistanais dans le silence coupable donc de l'administration anglaise. Mais apparemment, oui, c'est important. Donc voilà, Anne-Elisabeth Moutet, elle est spécialiste et elle explique qu'Elon Musk a choqué tout le monde. C'est pas cette barbarie qui a bénéficié de la plus grande impunité qui est choquante. Non, c'est Elon Musk qui fait peur, lui aussi, une fois de plus. Elle dépeint aussi le militant identitaire Tommy Robinson, actuellement emprisonné pour avoir dénoncé cette vérité. Elle le qualifie d'hooligan du foot et d'un imbécile qui veut se faire mousser. Le 4 janvier 2025, l'argumentation d'Anne-Elisabeth Moutet est ainsi hostile à Elon Musk. Selon elle, ce dernier a tort de soulever la responsabilité du Premier ministre britannique Keir Starmer, et en ce qu'il n'était pas en poste au moment où les autorités britanniques ont pris connaissance de l'affaire. Mais sa conscience l'a vite rattrapé, probablement durant la nuit, ou bien est-ce que peut-être ce seraient les nombreuses réactions suscitées par son intervention sur X. Bref, elle change son fusil d'épaule et le lendemain, toujours sur CNews, elle reconnaît dans cette seconde intervention que Keir Starmer avait en effet, il y a quelques années, un rôle encore plus déterminant à jouer dans la répression des grooming gangs puisqu'il était directeur des poursuites publiques. Elle précise quand même à cette occasion que les grooming gangs ne révèlent absolument pas d'un problème de communauté. Nous voilà donc soulagés. Elle ne corrigera pas non plus le faux chiffre communiqué la veille, 1400 jeunes filles violées. 1400, c'est loin, très très loin de correspondre au nombre de victimes totales sur le territoire britannique. Un chiffre qui reste flou, mais il s'agit en réalité du nombre de victimes recensées seulement sur la bourgade du nord de l'Angleterre, Rotherham. On sait que c'est un scandale qui s'étend bien au-delà. Anne-Elisabeth Moutet est donc une candidate redoutable pour ce bobard. Bobard olympique, bobard des Jeux olympiques. Vous vous rappelez sans nul doute la merveilleuse et magnifique cérémonie d'ouverture que nous ont concocté les organisateurs de ces JO et surtout de cet extrait, bien sûr, qui avait fait le tour et également la risée, je crois qu'on peut se l'avouer ici ce soir du monde pour cette façon de revisiter la scène, le dernier repas du Christ, qui est quand même un fondement dans la liturgie catholique avec un groupe de drag queens pour faire plus moderne sans doute. Dans un premier temps, le service public se félicitait de cet affront. France TV avait d'ailleurs des cœurs dans les yeux
en publiant une mise en scène légendaire, pas une mise en scène, attention, C-E-N-E, légendaire, mais face au tollé, évidemment, qui est allé jusqu'à indigner tout de même les autorités ecclésiastiques, c'était suffisamment rare pour le souligner, eh bien, ils ont supprimé ce tweet, mais là, pareil, pas de bol avec Internet, il y a des captures d'écran, donc vous l'avez ici ce soir, spécialement pour vous, cher public. Internet n'oublie pas. Et ensuite, on a eu une deuxième série de rétropédalage quand même assez intéressant. C'est Le Monde qui a dit que, en fait, non, mais les autorités catholiques, elles ont confondu cette scène avec le banquet de Bacchus. C'est pas du tout le dernier repas du Christ lors de la cérémonie d'ouverture. Donc je pense que France Télévisions ainsi que Le Monde méritent tout à fait le bobard de la couardise et de l'outrage. Mais avant de passer au vote, eh bien, nous allons faire appel à Victor Aubert qui va nous parler de la cathophobie dans les médias. Liselotte, je te laisse introduire Victor avant qu'il n'arrive à la tribune. Oui, un intervenant qui incarne la défense des valeurs traditionnelles et la résistance face à cette cathophobie ambiante. Président d'Academia Christiana, une association dynamique, mais que vous connaissez, j'en suis certaine, chers spectateurs. Donc une association de jeunes hommes et de jeunes femmes engagés qui œuvrent pour la préservation de notre héritage chrétien et la promotion d'une culture enracinée. Victor Aubert est un intellectuel, mais aussi un homme de conviction et surtout d'action, qui n'a pas peur de dénoncer les attaques répétées contre la foi chrétienne et les traditions qui ont façonné notre civilisation. C'est donc sous sa direction qu'Academia Christiana organise des formations, des conférences, des événements pour redonner aux jeunes générations le goût de leurs racines et la fierté de leurs identités. Je vous demande d'applaudir donc Victor Aubert. Merci chère Liselotte, merci les Bobardeurs de me recevoir ce soir. Alors, lorsqu'on parle de christianophobie, je trouve qu'il y a un paradoxe qui, effectivement, devrait nous pousser à rire s'il n'était pas, en réalité, plutôt pathétique. Voltaire et Diderot faisaient du catholicisme la religion intolérante par excellence et persécutrice. Alors, la question que je voudrais que nous nous posions ensemble ce soir, c'est nos médias contemporains sont-ils de dignes successeurs de leur modèle des Lumières ? La liberté artistique et d'expression iconoclaste doit s'exercer sur les formes de domination les plus criantes. Car oui, je risque de vous choquer, cette religion, le christianisme, combattu à juste titre depuis le XVIIIe siècle par les anticléricaux les plus courageux, a clairement conservé aujourd'hui en France une position dominante qui n'échappera à personne. Comme l'écrivait cet été Libération à propos justement de cette magnifique cérémonie. Être un artiste courageux et faire preuve d'audace artistique, c'est bien organiser des cérémonies irrévérencieuses et modernes, empreintes d'inclusivité et d'autodérision. Alors, se moquer des catholiques en 2025, c'est courageux, car, comme chacun sait, les geôles du Vatican sont remplies de journalistes impertinents. La preuve, encore récemment, cet été, M. Thomas Joly, et je ne parle pas du président du PDF, mais de l'excellent metteur en scène, qui a fait les frais des tribunaux de l'Inquisition lorsque les commentateurs internationaux, empris d'une religiosité archaïque et démagogique, ont vociféré leur haine cléricale contre la prétendue indécence de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quelle indécence, voyons! Des drag queens et une mannequin transgenre qui joue la scène du dernier repas du Christ avec comme figure centrale la très célèbre DJ Barbara Butch in persona Christi. Pardon, chers amis, mais moi, je ne vois que de la liberté artistique. Thomas Joly, intimidé donc face au nouveau Torquemada du 3e millénaire, a dû utiliser la ruse en affirmant n'avoir jamais voulu être subversif pour choquer, mais au contraire vouloir inclure, je cite, tout le monde et montrer une grande fête universelle liée au dieu de l'Olympe et non de la Bible. Heureusement donc que nous avons des héros comme M. Joly pour mettre l'extrême droite en PLS, c'était ce dont se félicitaient un certain nombre de militants sur les réseaux sociaux. En tout cas, la ruse du tableau controversé qui s'inspirait d'une fête païenne autour de Dionysos a bien fonctionné. Le monde entier avait cru reconnaître la scène, mais non, on les a bien eus.
Plus c'est gros, plus ça passe, et évidemment, je ne parle pas du DJ Barbara Butch. On félicitera donc le courage dans le combat culturel pour vaincre le pouvoir omniprésent des catholiques dans la France de 2025. Dans un pays où les minorités sexuelles, raciales, juives ou islamiques sont constamment oppressées et moquées, on reconnaît l'audace et la détermination chez ceux qui sont capables de dénoncer le mal blanc catholique qu'on entend pérorer aujourd'hui sur tous les plateaux de télévision. La puissance catholique en France demeure donc l'oppression à combattre en 2025. Mais attention, car les catholiques sont prompts à la vengeance. Dès qu'on les moque, ils n'hésitent pas à allumer des bûchers ou à torturer des journalistes imprudents. Certains prétendent qu'il y aurait entre 700 et 900 actes de vandalisme ou de profanation d'églises chaque année en France. Mais évidemment ici, on sait bien que tout cela est faux, que c'est pour jouer le jeu de la victimisation et de la récupération politique qu'on dit cela. Les statues brisées dans les églises, les autels renversés, les hosties profanées, les incendies, les graffitis, les prêtres agressés, les cimetières saccagés, tout ça n'est que de l'ordre du fait divers, voire même du fantasme, ça n'existe pas. Comptons donc, chers amis, sur la déontologie journalistique qui consiste à toujours hiérarchiser l'information avec objectivité et à la replacer dans un contexte véridique. Heureusement aussi que nous avons quelques héros de la liberté pour dénoncer la pesante oppression qui a été ressentie lors de la terrible cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris. L'illustre et courageuse Sandrine Rousseau, toujours présente pour briser les tabous du patriarcat chrétien, s'exclamait à l'issue de la messe à Notre-Dame « La religion catholique est la dernière à ne pas avoir ouvert la possibilité aux femmes d'être prêtres. » Quel scandale. Saluons aussi l'audacieux Bastien Lachaud, député La France Insoumise, qui a osé remettre le christianisme d'État en perspective. Oui, car après 15 jours de panique morale sur l'abaya et de stigmatisation des musulmans, Macron ose s'afficher à la messe du pape. Oui, quel scandale, chers amis. Je me disais bien d'ailleurs que le président Macron était derrière le puissant lobby catholique en 2025. Merci. À vos votes, chers spectateurs. Je vous rappelle, les bobards en lice. Il y avait les bobards de la mairie de Paris, la deuxième meilleure ville du monde. Les scandales des grooming gangs avec Anne-Elisabeth Moutet, qui était une pertinente experte, n'est-ce pas, pour le monde anglo-saxon. Et puis, bien sûr, ce fameux bobard olympique de la Seine, qui n'était pas la scène, mais une représentation des festins de Bacchus avec un petit schtroumpf bleu. Pour le bobard numéro 1, la mairie de Paris, je vous demande de lever la main. Je vois qu'on n'a pas des parisiano-centrés ce soir, c'est très bien, personne ne nous en fera le reproche. On continue avec le scandale des grooming gangs, deuxième bobard. Un peu plus de votes, voyons tout de même avec... Ça a convaincu, ouais, les grooming gangs. On laisse encore une chance. On laisse une chance tout de même au bobard olympique sur la scène. Il y a match. Je sens que la mise en scène, quand même, elle vous met un peu plus en émoi, là, au niveau de... C'est plus visuel. C'est pas sûr. Est-ce qu'on se ferait pas un applaudimètre pour départager ceux qui sont pour le scandale des grooming gangs, applaudissez, s'il vous plaît. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que le bobard olympique va faire un bruit absolument qui méritera la médaille d'or ? Vous m'avez convaincu, vous êtes vraiment le meilleur des publics. Je pense qu'on va garder donc le bobard olympique sur la scène qui vous a bien convaincu. On départagera tout à l'heure ce bobard pour savoir s'il obtient la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je vous propose maintenant de passer à la troisième séquence, avec un petit extrait de Firode. L'État vient de faire un emprunt de plusieurs milliards indexé sur l'inflation. RAS. Un ministre écrit un roman érotique
plutôt grotesque. Une grande œuvre littéraire. On revendique la liberté d'expression. 1200 voitures brûlées le 14 juillet. Soirée calme. Un scooter appartenant à un ministre retrouvé brûlé. Immense drame. On soupçonne l'extrême droite. Un jeune. Un jeune, toute personne entre 12 et 50 ans qui commet des délits. Place maintenant à la séquence des sales bobards. Et pour commencer, chers spectateurs, vous serez ravis d'apprendre que le chiffre de la dette est faux. Voilà, la technique de l'autruche à son paroxysme. Et c'est le député La France Insoumise, Éric Coquerel, que nous allons nominer pour ce bobard, invité sur France 5 le 21 avril dernier. Il explique que donc ce chiffre de la dette serait faux. Mieux que cela encore, il a trouvé une explication à ce faux chiffre. Il est fait pour faire peur, pour servir un programme politique. Je vous laisse écouter ça. C'est un chiffre fait pour faire peur, quoi. C'est un chiffre fait pour peur. Il est utilisé pour ça. D'abord, il est faux, parce qu'au moment T où je vous parle, c'est pas notre endettement, c'est notre endettement sur à peu près 8 ans et demi, c'est-à-dire le nombre d'années moyen que... Vous aurez reconnu à la manœuvre Thomas Negaroff, bien sûr. On serait presque rassuré en écoutant Éric Coquerel. Rappelons que la dette publique française s'élève donc à dépasser même les 3 000 milliards d'euros au second semestre 2024. C'est environ 112% de notre PIB. La limite théorique imposée par l'Union européenne, elle est fixée à 60% de notre PIB. Alors que le budget public alloué au remboursement des intérêts de cette dette se fait de plus en plus écrasant, donc Éric Coquerel nous soutient que cela n'est rien, que ce chiffre n'a vocation qu'à alarmer l'opinion publique, ou peut-être est-ce que lui-même essaye de masquer la situation financière patibulaire de l'État, parce que ce serait compliqué pour lui ensuite d'expliquer que dans son programme, eh bien, on retrouve tout un tas de dépenses publiques néfastes à foison, et forcément ce sera difficile de nous les faire avaler dans de telles conditions. Le bobard suivant, Elisabeth, qui dépasse les bornes du crédible. Sans reprise d'antenne, vous verrez. Alors après avoir abattu toutes ces cartes, le gouvernement, pour tenter de faire adopter la loi des finances qui fixait donc le budget de l'État pour l'année à venir, eh bien, on a envoyé un pion, une ex-ministre, sur le plateau de Quelle époque, sur France 2, et elle soutient que si la loi n'est pas votée, elle est envoyée donc en novembre 2024, elle soutient que si la loi n'est pas votée, une catastrophe va s'abattre sur la France. Il n'y a aucune solution, nous dit-elle. La suite, eh bien, on l'écoute, cela sort de sa bouche. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, là, il n'y a aucune solution pour que votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. Feu Christophe de Chavannes, donc, qui la reprend. Christophe de Chavannes qui a dû quitter cette émission. Je pense que vous avez tous versé une larme. Contrôle routier, trop de drogue, ça s'est mal fini pour lui, ça a été compliqué. En tout cas, pour Elisabeth Borne, rassurez-vous, parce que donc je vous disais, en novembre, elle tient ce propos d'ex-première ministre, tout de même, rappelons-le, et elle a été rappelée un mois après pour devenir ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Mais ce qu'elle affirme, elle sait faire plein de choses, et puis quelqu'un qui ment aussi bien, ce serait dommage de l'écarter du gouvernement, voyez-vous. Mais ce qu'elle affirme avec aplomb est évidemment faux, parce que en janvier, eh bien, le loi du projet des finances 2025 n'avait toujours pas été promulguée, et pourtant, les cartes vitales ainsi que tout un tas de petits outils pratiques du quotidien fonctionnaient tous sans souci. Une manipulation qui donc n'a pas été suivie d'effet, visiblement, vu le retard à voter cette loi des finances. Mais bon, Madame plus de 20, 49.3 et Léa Salamé pour son plateau Quelle époque mérite bien un bobard d'or, celui du laisser-dire et du laisser-faire, du grand n'importe quoi, de la roue libre sous antenne.
Place au grand prêtre du gauchisme, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est trouvé ses enfants de cœur. En janvier, Jean-Luc intervenait dans l'émission Le Grand Jury, émission RTL en partenariat avec M6 et Le Figaro, mentionnons-les. Il y a affirmé qu'aucun groupe d'extrême gauche n'a tabassé personne dans la rue. Avant de renchérir sur Twitter, aucun groupe d'extrême gauche n'a agressé qui que ce soit. Alors pourtant, la France insoumise est quand même loin d'être étrangère à cela. Le député Carlos Bilongo s'entraînait ainsi en octobre dernier avec la Jeune Garde, groupuscule antifasciste à l'encontre duquel une dissolution pourrait être envisagée. La Jeune Garde, vous savez, c'est ce mouvement dont est issu Raphaël Arnaud. Il en est même la figure de proue et donc lui-même est habitué des agressions violentes. Rappelons par exemple que c'est celui qui est désigné par Alice Cordier comme étant le charmant jeune homme ayant menacé de décapitation. Mais voilà. Il est député. Mais il est député. Il a le droit. Laissez-moi aussi vous lire l'extrait d'un communiqué officiel que vous pouvez encore consulter sur le site Transultraviolence. Je pense qu'on s'accordera tous pour pouvoir dire que le groupe Transultraviolence peut être qualifié de groupe d'extrême gauche. Nous sommes violentes et dangereuses car nous aimons ça. Nous sommes violentes et dangereuses car nous aimons et désirons les sensations et sentiments que l'usage de la violence fait surgir en nous. Nous sommes de celles qui sommes venues pour en découdre à l'arme blanche et aux explosifs ce 5 octobre à la péniche où se rassemblaient Stern et Moutot et leurs copains fachos qui, attention, avaient prévu de faire une conférence. Mon corps n'est jamais vraiment que mien qu'au bref moment où, marteau en main, adrénaline qui se mélange aux œstrogènes, je fracasse les vitres d'une banque ou d'un énième complice du génocide colonial. Heureusement, Yel précise, ce n'est pas parce que nous avons grandi en tant que garçons que nous recherchons et usons de la violence. Jean-Luc, je pense que tu es en très bonne position pour décrocher le bobard de cette édition. Place au vote donc pour cette catégorie. Rappelons-le, nous avons le chiffre de la dette est faux. Éric Coquerel, Elisabeth Borne et ses analyses concernant la carte vitale. Et puis donc ces fameux groupuscules d'extrême gauche qui sont si tendres et si mignons. Commençons donc avec le chiffre de la dette qui veut récompenser du bobard Éric Coquerel. Nous n'avons pas de large majorité. On va pouvoir continuer avec Elisabeth qui dépasse les bornes du crédible. On sait qu'Elisabeth Borne a souvent beaucoup de succès. C'est pas mal, c'est pas mal. On termine par Jean-Luc Mélenchon. C'est pas mal aussi. C'est pas clair, va encore falloir faire l'applaudimètre pour départager les deux derniers. Je sais que vous aimez l'applaudimètre, Florian. Vous faire applaudir, ça réchauffe un petit peu. Elisabeth qui dépasse les bornes du crédible sans reprise d'antenne. Ouais! Sur le plateau de Salamé, rien que pour De Chavannes, il faut leur décerner un petit prix. On pourra leur envoyer le Pinocchio. Et puis le troisième bobard de cette séquence, les groupuscules d'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon. Liselotte, je crois que c'est le mien. C'est le mien. Encore une fois. Eh ben, on va le garder. Oh. Eh bien, écoutez, on va continuer sur la 4e séquence, mais avec un petit firode pour l'intermède. 20 degrés à Nice au mois de juillet. Alors, attention à ne pas confondre météo et climatologie et surtout, attention aux arguments des climato-sceptiques. 28 degrés à Nice au mois de juillet. Journée la plus chaude jamais enregistrée, là c'est urgent d'agir. Et oui, vous reprendrez bien quelques petits bobards. Eh bien, justement, je vous propose d'engager avec un petit coup de chaud, un bobard scientifique écolo comme on les aime. Le bobard réchauffiste, c'est devenu un grand classique des cérémonies des bobards d'or, mais pour cause, chaque année, on a des tas d'exemples à vous citer. Et pourtant, là, je vous propose de commencer avec une étude qui n'a pas fait grand bruit. Elle est pourtant parue dans le Washington Post. La voici. C'est donc un schéma sur le climat au cours des millions
millions d'années qui se sont écoulées. Et voici, c'est assez surprenant parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes donc sur une courbe extrêmement basse qui est en légère remontée à notre ère, mais comme à bien d'autres ères avant nous. Les températures, pardonnez-moi, c'est un peu comme les femmes, c'est cyclique. On continue. Donc pourtant, les médias, voilà, c'était encore récemment que j'ai fait cette capture d'écran. Les incendies de Los Angeles, favorisés par le changement climatique. Le réchauffement a rendu les incendies de Los Angeles 35 fois plus violents. Voilà, on avait aussi, est-ce que le temps pourri, c'est la faute au réchauffement climatique? Parce que quand il fait froid, c'est la faute du réchauffement climatique, mais quand il fait chaud aussi, bien sûr. Toutefois, la chaleur va tuer beaucoup plus que le froid d'ici à la fin du siècle. Pensez à bien vous hydrater. Enfin bon, vous connaissez par cœur ces vieilles rengaines qu'on nous ressort chaque année. Mais voilà, ça sert à la propagande, tout ça, parce que ça permet de donner un peu du grain à moudre à Sandrine Rousseau. Ça donne du grain à moudre aussi à notre veste verte préférée, Marine Tondelier. Il a été impossible de passer à côté donc de ce discours cette année. Et pourtant, je vous invite à regarder la date de cet article. 2016. En 2016, on nous disait que la banquise pouvait avoir totalement fondu d'ici à l'été 2017. Eh bien, que de fausses promesses, j'ai envie de vous dire. En tout cas, un bobard qui ne vous laissera sans doute pas de glace. Et puis, je vous propose de mettre l'ensemble de la presse. Allons-y, tous, on les fourre dans le même sac. Et pour ce bobard, on votera après les suivants. On continue avec ces médias qui sont bien rodés, hein, ça toujours, pour salir la mémoire des victimes des francocides. Alors pour que le grand public avale ce bobard et ne s'inquiète pas outre mesure de la non-application des OQTF, les médias mainstream s'adonnent à une pratique aussi sinistre que récurrente, à savoir salir la mémoire des victimes de l'immigration. Dans un premier temps, en avril, c'est Mathis, 15 ans, qui était poignardé par un Afghan connu des services de police. Comble de l'horreur, la mère du meurtrier avait giflé le corps agonisant de l'adolescent. Et malgré tout, voici ce que la presse a massivement relayé, la version de l'agresseur qui prétendait que Mathis était à l'origine de la bagarre et qu'il aurait insulté son meurtrier avec donc des insultes à fondement raciste. Finalement, le parquet dément. Une fois de plus, aucune excuse des médias envers la famille de la victime. À chaque nouveau drame, le schéma se répète. Occultation du meurtre, dénonciation de la récupération, puis quasi-justification du meurtre. L'occultation, c'est la non-mention de l'origine de l'agresseur. Ce sont les tentatives d'étouffement de l'affaire qui sont quasi systématiques concernant l'AFP. C'est donc cette dernière que nous nominerons pour ce bobard, puisqu'elle est la belle représentante de l'ensemble de cette caste médiatique. Et puis pour nous parler plus en détail de ces bobards sur les victimes de francocide, mesdames et messieurs, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Erga. Elle est artiste, elle est influenceuse, c'est une jeune femme engagée sans concession. Elle incarne parfaitement la résistance face aux manipulations médiatiques et aux injustices de notre époque. Et ce soir, elle vient nous parler donc de ces sales bobards qui salissent la mémoire des victimes. Et elle reviendra sur les affaires où, au lieu de chercher la vérité, les médias ont préféré, donc vous l'aurez compris, diffuser des récits totalement biaisés en trahissant leur mission première, informer. Erga, je vous laisse la parole et je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonsoir à tous, merci Floriane. En effet, en avril 2024, c'est d'abord Mathis, 15 ans, qui a été poignardé par un Afghan déjà connu des services de police, puisqu'il avait été mis en examen pour vol avec arme juste quelques jours avant, et placé sous contrôle judiciaire, donc très utile et très efficace apparemment. Comble de l'horreur, comme le disait Liselotte, la mère du meurtrier avait giflé le cadavre de l'adolescent. Et malgré tout, en effet, la presse a massivement relayé la version de l'agresseur, comme quoi Mathis aurait proféré des insultes racistes. Comme BFM TV, par exemple, qui prétend que Mathis serait à l'origine de la bagarre, et aurait insulté son meurtrier sur un fondement raciste. Comme si une insulte justifiait de se faire poignarder, en fait. J'ai envie de dire quand bien même si Mathis avait été insultant à l'encontre de l'Afghan, il méritait la mort? C'est ça qu'ils veulent nous dire?
Eux, ces gauchistes qui sont habituellement contre la peine de mort, y compris pour les pires criminels, là, ils sont à deux doigts de nous dire que si on fait une blague raciste et qu'on s'est poignardé quelque part, on l'a un petit peu cherché, c'est ça? Bref, donc finalement, le parquet dément. Aucune excuse de ces médias, ni envers la famille de la victime, ni envers les lecteurs. À chaque nouveau drame, qui n'est d'ailleurs pas un fait divers, ça n'a rien d'un fait divers, c'est plutôt un fait de société, systématique, systémique pour le coup. Le schéma se répète, effectivement, occultation du meurtre, omission volontaire de l'identité ou de l'origine des meurtriers, dénonciation de la récupération politique avec beaucoup plus de sévérité et de zèle que contre le meurtre lui-même, et puis euphémisme et justification du meurtre. Dans le cas de Matisse, même le Figaro s'y était livré, titrant sur une rixe à Châteauroux. Non, une rixe, c'est une bagarre, c'est une altercation entre plusieurs protagonistes. Une rixe, il y a un aspect horizontal quelque part. Dans le terme rixe, il y a presque une connotation bon enfant. Il y a presque, c'est un peu, une chamaillerie a éclaté un peu par hasard. Faut bien que jeunesse se fasse. Non, un gamin qui se fait poignarder à mort par un autre gamin, ça n'a rien d'horizontal en fait. Matisse n'a pas été un des participants d'une bagarre. Matisse a été victime de la violence et de la barbarie, étrangement typique d'un certain groupe ethnico-culturel, en l'occurrence. En ce qui concerne la quasi-justification du meurtre, on a également pu l'observer pour Philippe Koopman, étudiant en BTS de 22 ans, tué à coups de bas de baseball et de hache en avril dernier dans le nord de la France, par 3 mineurs qui l'ont piégé et amené dans un guet-apens sur un parking. La plupart des titres de presse ont préféré reprendre la version, là une fois, fausse et diffamatoire, des coupables. Ceux-ci ont tenté de faire passer Philippe Koopman pour un pédophile, prétendant lui avoir tendu un piège sur un site de rencontre pour adolescents. Bien que démentie, cette version des faits a été allègrement relayée, notamment par Le Parisien. Leur article, certes, a depuis été supprimé, mais après avoir comptabilisé plus de 9 millions de vues sur X, le mal était déjà fait. Philippe Koopman, lui aussi donc, a été tué 2 fois. La première fois dans les rues de Grande-Synthe, la deuxième fois par les médias, le dépeignant comme un pédophile. On a aussi eu l'affaire Éric Comines. Ce gendarme de 54 ans, percuté en août dernier par un Cap-Verdien de 39 ans, multirécidiviste, lors d'un refus d'obtempérer. Sa veuve, Harmonie, lors de la cérémonie d'hommage, avait dénoncé le laxisme français et avait regretté l'abolition de la peine de mort. Cette fois, on a eu Patrick Cohen sur France Inter, qui s'est d'abord offusqué qu'on ose remettre le sujet de la peine de mort sur le tapis. Ben oui, que des innocents se fassent tuer, bon, ça c'est un peu inévitable, c'est pas grave. Par contre, que des meurtriers puissent être tués, ça c'est pas possible, ça c'est inenvisageable. On a Patrick Cohen donc qui dénonce ensuite la récupération politique, évidemment, de la droite et de l'extrême droite. Ah oui, c'est vrai que la récupération, c'est censé être uniquement le fait de la gauche et des banlieues, autant pour nous. Il n'y a que la gauche et les banlieues populaires qui ont le droit de vendre des t-shirts « Justice pour Naël » après qu'un policier ait fait son travail. Faire son commerce politique et idéologique sur le dos d'un jeune mort, qui plus est délinquant, là ça va, là c'est ok. Par contre, pleurer des innocents précisément tués par ces multirécidivistes en fuite, là c'est de la méchante récupération. Faut suivre. D'ailleurs, même l'Arcom, qui n'est pas exactement réputé comme étant d'extrême droite, avait été obligé de le rappeler à l'ordre, ce cher Cohen, quelques mois plus tôt, à la suite de son ignoble édito sur C'est à vous, sur France 5, au sujet de la mort de Thomas à Crépol, en novembre 2023. Puis il y a eu Philippine, 19 ans, violée et tuée par Taha Walida, un Marocain de 22 ans sous OQTF, déjà condamné pour viol, mais relâché quelques semaines avant par une juge des libertés et de la détention. Par une juge, une femme. Et là encore, TF1, France 2, aucun ne mentionne l'identité ou même l'origine du meurtrier, ni son OQTF, bien sûr, ni le fait que ce soit un violeur déjà condamné mais remis en liberté, bien avant la fin de sa peine prévue. Détails qui ont pourtant leur importance, il me semble. Et puis fin septembre, il y a eu Kylian Binard, ce boxeur prometteur de 17 ans, qui s'est fait tuer en sortie de boîte de nuit par un Algérien de 24 ans, Nasser Bekadour, et d'un autre individu supposé complice sous OQTF. France 3, par exemple, parle alors de rixe mortel.
Le Parisien omet toute précision quant à l'origine du meurtrier. Un simple oubli sans doute. Et pour finir en beauté, le comble de l'indécence, je pense, revient à ce cher média subventionné à plus de 6 millions d'euros par an avec nos impôts bien sûr. J'ai nommé bien évidemment Libération, qui eux n'ont sorti aucun article sur le meurtre de Kylian. 0. À titre de comparaison, c'est une dizaine d'articles qu'ils ont par contre écrits au sujet de Naël. Le meurtre de Matisse, Libé en avait bel et bien parlé, avec des titres comme des identitaires déploient des banderoles haineuses avant la marche blanche. Les banderoles en question, justice pour Matisse, ou bien encore Français, réveille-toi. Mais oui, c'est vrai que de ne pas vouloir se laisser massacrer, c'est déjà d'extrême droite, autant pour nous. Heureusement, il y a de plus en plus de médias dissidents, merci Internet, qui, eux, dévoilent ce que le pouvoir politico-médiatique en place s'efforce de passer sous silence. On ne peut pas cacher le réel éternellement. Il y a encore énormément de travail, mais les Français sont de moins en moins dupes. Alors gardons espoir et continuons de montrer la vérité et de dire les faits partout et sans cesse. C'est déjà un acte de résistance. Merci. Et pour conclure cette séquence, nous allons passer aux faux témoins de France Télévisions. Interroger des militants d'extrême gauche en les faisant passer pour des Français lambda, persécutés par l'extrême droite, c'est visiblement devenu presque un sport pour France Télévisions. Ils avaient lancé dans Complément d'enquête un numéro dans lequel s'était intitulé « La guerre de l'info sur les bancs de l'école ». Il s'intéressait notamment en novembre dernier aux associations d'extrême droite, bien sûr, comme Parents Vigilants, qui critiquaient les cours d'éducation à la sexualité. Bon, donc voilà, au nom de la protection des enfants, certaines associations ultra-conservatrices et figures d'extrême droite mènent une lutte acharnée contre l'éducation à la sexualité à l'école primaire. Dans ce reportage, eh bien, il y a une infirmière qui figure, qui est en larmes, dit « On me dit que je traumatise des enfants alors que je fais juste des cours d'éducation à la sexualité ». Eh bien, cette infirmière qui accuse donc les associations de la harceler, eh bien, c'est une militante pro-trans, élue d'extrême gauche. Elle est présidente aussi d'une association de soutien aux clandestins du rançon temps libre. C'est pas du tout une inconnue lambda. Voilà l'excellent travail de Pierre Sautarel qu'on avait cité dans un immédiat avec Jean-Yves, je m'en souviens bien. Un joli bobard finalement pour France TV qui, avant de politiser les thématiques de ses reportages, devrait peut-être dépolitiser ses témoins, ou du moins avoir l'honnêteté de signaler que ce sont des témoins politiques. Mais France TV et honnêteté, ça rime, mais ça s'arrête là. Chers spectateurs, on passe au vote, quasiment l'ultime. Ensuite, il faudra départager les gagnants de chaque catégorie. Alors, rappelons que pour cette dernière catégorie, donc, nous avons l'ensemble de la presse qui est nominé dans le bobard du coup de chaud sur le réchauffement climatique. Nous avons aussi l'AFP qui salit la mémoire des victimes de francocide. Et puis enfin, France TV et ses faux témoins. Pour le bobard climatique, je veux voir des mains levées. Enfin, sentez-vous libre, hein. Nous, on ne politise pas la salle. Pour salir la mémoire des victimes de francocide, l'intervention d'Erga, je sens que c'est un sujet qui vous a particulièrement touché. On ne va pas supprimer de candidats aux élections, mais on va donc vous proposer quand même le vote pour France TV, les faux témoins de France TV, même si ça semble quand même assez clair comme résultat. Là, le résultat est très clair, ouais. Des médias bien rodés, donc pour salir la mémoire des victimes des francocides, c'est l'AFP qui remporte cette manche. Merci à tous pour vos votes.
Marine Le Pen, avant le premier tour des élections présidentielles. Un danger pour la République. Mais non, c'est trop tôt. Avant, on dit rien. Il faut absolument que le RN soit au second tour, pour assurer la victoire aux macronistes. Ok, ouais. Bon. Marine Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. Terrible danger pour la République. Voilà, parfait. C'est bien. Sortie d'un film de BHL. Monument de cinéma, hymne à la paix. Sortie du film Le Monde d'après Troie de Laurent Firode. Le Monde d'après Troie? Quoi? Le Monde d'après Troie, réalisé par Laurent Firode. RS. Je crois que t'es prête pour affronter ce dur métier. Informé aux risques et périls de ta vie. Waouh. Bon courage. Eh ben, merci. Voilà les clés pour devenir un vrai journaliste. Lise Lotte, je te laisse maintenant lancer la dernière intervention de cette soirée avec Éric Morillo. Et oui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un homme qui incarne la liberté d'expression et la résistance face à la censure. Je veux bien sûr donc parler d'Éric Morillo, journaliste chevronné, animateur engagé et figure incontournable des médias libres. Mais oui, Éric, je vois que vous faites la moue. Mais acceptez les compliments. Vous avez une carrière riche et variée au service de la vérité et de l'information. Vous avez gardé votre indépendance d'esprit. Aujourd'hui, vous êtes connu comme présentateur de Bistrot Liberté, que les spectateurs connaissent évidemment. Sur une émission qui fait sur TVL, une émission qui fait souffler un vent de liberté sur le paysage médiatique français. On en a bien besoin, avec des invités de tout horizon pour débattre sans tabou des grands enjeux de notre société. Et ce soir, vous nous parlez donc de l'Arcom. Éric Morillo, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre accueil. Je suis vraiment très honoré de figurer parmi les intervenants prestigieux de cette cérémonie 2025 des Beaux Barres d'Or. Alors, ce soir, on m'a demandé de vous faire un petit billet sur ce monde merveilleux de notre gendarme méconnu de notre quotidien. Je veux parler de l'Arcom, oui, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'entité qui veille à ce que votre télé ne devienne pas un Far West et que votre Wi-Fi ne soit pas une autoroute pour pirates. L'Arcom, c'est un peu notre ange gardien de la liberté d'expression, plutôt de sa liberté d'expression à la télé et sur Internet en France. L'Arcom, c'est une histoire d'amour qui a bien commencé, une histoire d'amour improbable entre le CSA et Adopi. En 2022, notre guide suprême s'est dit « Et si on fusionnait leurs super pouvoirs ?» Depuis, ils s'occupent de tout, télé, radio, sans oublier bien sûr nous, et le streaming. Leur job, distribuer les fréquences comme des tickets de tombola, s'assurer que tout le monde ait droit à son micro, sauf si tu n'es pas dans le bon camp, la télé pirate qui télécharge Game of Thrones en scred et vérifier que les plateformes ne diffusent pas des vidéos de chats trop subversives, bref, les cow-boys de l'antenne. Vous avez maté une émission où un chroniqueur lâche une vanne un peu corsée. Soyez rassurés, l'Arcom reçoit directement un tsunami de plaintes. Alerte, Hanouna a traité Lou Boyard de connard sur C8. Au bûcher, résultat, une amende salée. Mais étonnamment, quand Charline Vonnecker tacle Elon Musk sur France 2, là, c'est open bar. Quand André Berkoff cause avec François Gervais, climato-sceptique, sur Sud Radio, pan dans les dents. Par contre, quand c'est la boss de France Inter qui blacklist un climato-sceptique, là, ça passe nickel. Vous pigez le délire, c'est pourtant simple, comme un Rubik's Cube dans le noir. Leur mission sacrée, c'est de garder tout ça dans le cadre, je cite, de la dignité humaine et du pluralisme, des mots tellement flous qu'ils pourraient servir de slogan à une marque de yaourt. À la tête de l'Arcom, il y a 9 sages, oui, parce que élus, ça ferait un peu plouc, des pros ou des hauts fonctionnaires qui trustent le poste 6 ans quand même, sans prolongation, histoire de ne pas trop s'installer dans le fauteuil en cuir. Côté portefeuille, on n'en parle pas beaucoup, pas de chiffre officiel pour 2025, mais on peut quand même jouer à devine mon salaire.
Le boss, le président, c'est quand même entre 120 000 et 150 000 euros bruts par an. Les autres, entre 80 000 et 110 000 euros, plus des bonus du style des frais remboursés, une voiture avec chauffeur et peut-être même un abonnement gratuit à Canal+ jusqu'à la fin de l'année. Oui, c'est 6 ans de planque dorée, les pauvres petits choux. Mais attention, pas de touche à l'idée que ça pourrait être politique, ce serait vilain. Sauf que le nouveau président des Schtroumpfs, Martin Hadjari, s'est proposé par Macron, himself, au Sénat et à l'Assemblée, avec un CV qui sent le piston à plein nez. Jugez plutôt ministère de l'économie avec Fabius et Parly, puis DIRCAP d'Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin au ministère de la Culture, un pur produit de la méritocratie et du hasard, quoi. Comme disait Martin à propos de C8, chaîne star de la TNT, l'audience ne crée pas un droit à être reconduit. Bah ouais, il faudrait peut-être pas quand même déconner, que ça marche comme une élection où les gens choisissent bande de dangereux démocrates. Et parlons-en de C8 justement, dégagé de la TNT par l'Arcom sous l'ancien boss. Trop marrant, pour défendre, on le rappelle, le pluralisme, on coupe donc la seule chaîne qui osait sortir du troupeau beulant. Mais le vrai gag, ça n'est pas la liberté d'expression, c'est le magot. Regardez en effet numéro 23. Alors numéro 23, ça ne vous dit rien, c'est l'ancien nom d'une chaîne qui s'appelle aujourd'hui RMC Story. Son créateur, Pascal Ouzelot, bidouille une candidature foireuse que l'Arcom ne capte même pas et le Conseil d'État la sauve. Bim, il peut donc ensuite la revendre 78 millions d'euros à Altice, empochant un pactole sur des fréquences qui sont à nous, les Français. Dans la même situation, C8 se fait éjecter, une logique implacable. Alors on a aussi cherché C8 sur ses finances. Mes amis champions de l'Arcom, savez-vous que presque toutes les chaînes de la TNT sont dans le rouge? Elles trichent toutes quasiment sur leur cahier des charges et font des conneries sans que, étonnamment, le gendarme lève le petit doigt. Pourquoi C8 alors? Peut-être parce qu'Hanouna ne met pas assez de filtres Instagram sur ses clashs. Et à ceux qui disent la TNT, on s'en fout, je réponds OK. 20% seulement des gens la regardent, mais malgré tout, c'est la pub sur la TNT qui fait manger ces chaînes à 30 millions d'euros de budget en moyenne. Sans ça, tu as des chaînes du câble ou du satellite avec 3 stagiaires et un hamster qui pédale pour alimenter l'antenne, je ne plaisante qu'à peine. Et non, contrairement à ce que pensent certains de nos champions ou influenceurs de gauche sur le net, C8 n'était pas menacé et n'aurait pas fermé, vu que Canal+ l'a porté à bout de bras. Oui, il faut savoir qu'une chaîne TNT, ça n'est pas seulement de l'argent ou de l'audience, c'est de l'influence, du pouvoir. C'est un peu l'avenue de la paix dans le Monopoly des médias. La preuve, là encore, avec numéro 23, je rappelle, 0 audience, 0 bénéfice, mais c'est important de le rappeler, je le redis encore, revendu 78 millions d'euros par donc Ouzelot à Altice, qui a boosté donc le groupe de Patrick Drahi, revendu ensuite plus d'1 milliard d'euros à Saadé. Oui, vous avez bien entendu, la filiale média d'Altis vient d'être vendue il y a quelques mois seulement, plus d'1 milliard, 1,55 milliard d'euros très exactement. Et tiens, au passage, devinez qui traînait avec Macron lors de son dernier voyage officiel au Maroc, un certain Pascal Ouzelot-Pardy. Bref, la fin de C8, ça n'est pas un drame de liberté, mais c'est une arnaque politico-financière. Les autres chaînes font pire et s'en sortent. Et je parie ma chemise que T18 du groupe CMI France, à ne pas oublier, filiale d'un groupe tchèque, CMI, ne prendra jamais une prune. Mais oui, j'oubliais tout ça, c'est sûrement une question de souveraineté européenne. Et puis, il faut bien résister à Poutine. Chacun doit prendre sa part à la guerre. Avec ses 9 petits soldats de l'Arcom, Manu peut compter sur son armée. Tout va très bien, Madame la Marquise. Merci Eric. Je vous propose, cher public, si vous en êtes d'accord, peut-être que pour l'ensemble de la prestation de l'Arcom, on pourrait remettre à ces 9 décisionnaires un bâillon d'or. Voilà, je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Voilà, pour les petits hommes gris au pouvoir, le bâillon d'or est validé. C'est Jean-Yves qui sera ravi. Maintenant, Liselotte, je pense qu'on va pouvoir passer au vote final. On va vous rappeler pour ça donc les nominés de chaque catégorie. On a la peur du grand méchant Trump, donc avec Arte Junior.
On a la Seine avec Le Monde et France TV, donc pour ce beau bar catophobe, la Seine qui n'est pas une représentation de la Seine. Elisabeth Borne qui dépasse les bornes du crédible avec ses histoires de carte vitale, c'est France de quelle époque qui est nominée. Et puis enfin l'AFP qui s'illustre en salissant la mémoire des victimes de francocide. Voilà, donc 4 nominés. On va commencer par Arte Junior et la peur du grand méchant Trump. Je pense qu'on peut passer au vote suivant. J'ai l'impression qu'il est éliminé celui-là. Pensez quand même qu'un bobard qui influence des enfants, c'est quand même vraiment un bobard pour l'avenir. Mais là, si je peux me permettre de vous influencer. Mais je me permets. Il y a maintenant le bobard donc, sur la scène, comme on vous le disait, avec Le Monde et France TV. Qui vote pour lui donner le bobard d'or? C'est déjà mieux. C'est mieux, mais ça ne convainc toujours pas. France 2 qui ne reprend pas l'antenne lorsqu'Elisabeth Borne vous explique que vous n'aurez bientôt plus de carte vitale. J'ai l'impression qu'on a un bobard d'or pour le bobard suivant. Il s'agit du bobard que l'on décernerait à l'AFP qui salit la mémoire des victimes. Et Jean-Yves Le Gallou a voté aussi, ça compte 2. 2, c'est pas mal. C'est ça qui change tout, bien sûr. Nous avons notre bobard d'or. Pour le bobard d'argent, revenons peut-être pour départager la Seine et Elisabeth Borne. Ceux qui souhaitent voter pour le bobard catophobe, applaudissez, s'il vous plaît. Un bobard d'argent pour Elisabeth Borne. Ceux qui veulent remettre le bobard d'argent. Bon, c'est le bobard catophobe qui remporte la 2e place du podium. Et pour la 3e place, eh bien, donc, c'est Elisabeth, France 2, de Chavannes, Léa Salamé qui remporte donc ce magnifique bobard. On peut les applaudir à nouveau. Pour ces belles prestations. Nous avons notre podium, premier prix l'AFP, 2e prix Le Monde et France TV, 3e prix France 2 et son plateau de quelle époque. Merci beaucoup pour ce vote final qui départage nos champions. Et oui, hop là. On se remet debout pour conclure quand même, mesdames et messieurs. Chers amis de la vérité, de l'humour, merci beaucoup à vous de votre présence. Dans un premier temps, nous voici arrivés donc au terme de cette édition 2025 des Bobards d'Or. Une soirée qui a été riche en émotions et puis qui a permis de révéler nos champions. Avant de se quitter, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique visuel, eh bien, nous allons avoir une intervention de Jean-Yves parce qu'une cérémonie des Bobards d'Or sans Jean-Yves, ce n'est pas vraiment une cérémonie des Bobards d'Or. Jean-Yves, je vous laisse monter sur scène pour nous faire l'appel aux dons. Je le rappelle, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, plus de cérémonie des Bobards d'Or. Jean-Yves, la parole, la salle est à vous. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier, vous les présentatrices, remercier TV Liberté, Radio Courtoisie, de vous avoir prêté au Bobards d'Or pour cette soirée. Remercier aussi nos intervenants qui ont éclairé, je pense, la mécanique du mensonge médiatique. Nous avons eu une cérémonie avec, je pense, beaucoup de réflexions argumentées et je voudrais vraiment remercier nos intervenants, Charles d'Anjou, Michel Geoffroy, Victor Aubert, Erga et Éric Morillo pour avoir expliqué ce qui se passe dans la réalité médiatique de tous les jours. Alors, si on regarde, c'est la 16e cérémonie des Bobards d'Or, et si on inscrit cette cérémonie dans le temps, on voit qu'elle a évolué, et que d'un certain point de vue, elle a été plus drôle et plus joyeuse au début.
où il y avait un petit nombre de bobards, de bobardeurs qui sortaient du lot au milieu d'un ensemble beaucoup plus tranquille. Aujourd'hui, ce qui est significatif, c'est que le bobard est systémique. Ça devient très difficile de distinguer tel ou tel. Pourquoi récompenser le général Yakovlev plutôt que le colonel Goya? Ils disent la même chose. Voilà. Et pourquoi récompenser Anne-Elisabeth Moutet plutôt que Snegarov? Ils sont sur la même logique. Le bobard est systémique. C'est-à-dire qu'on a partout, au même moment, la même désinformation sur l'ensemble des médias de grand chemin, c'est-à-dire les grands médias de service public, les grands médias subventionnés. Je note d'ailleurs que parmi tous ceux qui sont cités, malgré les efforts de LCI, il faut bien dire, tous ceux qui sont cités, qui sont récompensés, eh bien finalement, ce sont des médias de service public, bon, ou des médias subventionnés comme Le Monde ou le Parisien. Alors, bravo quand même pour les vainqueurs. Bravo. Bravo pour ce Bobard d'or. Ce Bobard d'or, il a un côté quand même... C'est là la difficulté de cette cérémonie, parce que là, ça devient sérieux. Quand le bobard qu'on récompense, qui a le Bobard d'or, c'est le bobard qui a sali des victimes. Hein? C'est quand même... c'est le bobard... France Télévisions, Parisien, c'est le bobard qui salit... C'est le bobard AFP, pardon. C'est le bobard AFP parce que l'AFP, un bobard de l'AFP, ça vaut 1000 bobards. Parce que ça n'est pas dit, les sketchs de Firot sont excellents. Vraiment. Je le remercie, il n'est pas là ce soir, mais je le remercie d'avoir apporté ainsi sa contribution. Il est excellent, mais il manquait une séquence. C'est la séquence où on explique aux journalistes que ce que dit l'AFP, c'est la vérité divine. On ne remet pas en cause ce que dit l'AFP, on reproduit l'AFP. Et donc, vous voyez la même désinformation, par occultation, par déformation, par salissure, apparaître sur l'ensemble des médias en même temps. Et évidemment, ça renforce la crédibilité. Ça doit être vrai. C'est dans le Parisien, c'est dans Libération, c'est dans le Figaro, c'est dans Ouest France, c'est dans la dépêche du Dimi, c'est dans l'Est républicain. Ça doit être vrai. C'est l'effet d'orchestration. Alors que la source est unique. C'est l'AFP, l'agence française de propagande. Il y a d'ailleurs beaucoup à dire sur l'AFP. L'AFP, elle vit de subventions publiques, elle vit de commandes publiques. Et puis, elle a touché aussi beaucoup d'argent à l'époque du fact-checking de la part de Meta et de Facebook. Puis on découvre aussi qu'elle a touché des crédits de l'USAID que supprime Monsieur Musk, c'est-à-dire de l'État profond démocrate américain. Voilà tout ce qui finance l'AFP pour nous désinformer. Et je crois que c'est assez juste, oui, c'est assez juste que l'AFP obtienne leur Bobard d'or. C'est pas leur premier Bobard. Ils ont déjà été récompensés un certain nombre d'années, mais là, vraiment, ils méritent ce Bobard d'or. Mais c'est vrai que c'est pas un bobard qui nous fait vraiment rire, parce que c'est un sale bobard. Alors, le deuxième, le Bobard d'argent, est tout à fait mérité par France Télévisions et Le Monde. Le Bobard sur la scène, il est quand même absolument fabuleux, parce que dans un premier temps, on dit quelle audace,
quelle audace de se moquer d'une scène essentielle dans la liturgie catholique. Et c'est vraiment quelle audace, quelle audace. Et puis devant le tollé, on dit mais non, ces imbéciles n'ont pas compris. Ces imbéciles n'ont pas compris. C'était le banquet de Bacchus, comme on le voit sur le tableau d'un maître flamand à Amsterdam. Enfin, voyons, c'est évident. Donc, il y a le mensonge. Je vous le dis cela, mais le mensonge continue de durer, parce qu'il y a eu, il y a quelques jours, le procès d'un certain nombre de personnes poursuivies pour des tweets. Ce sont des dangereux criminels. Des personnes poursuivies pour des tweets parce qu'ils avaient un peu malmené M. Thomas Joly sur des tweets. Et alors, bien sûr, son avocat a expliqué que ça l'avait beaucoup traumatisé, qu'il était malade, qu'il avait des certificats médicaux. Remarquez, moi j'ai eu un procès il y a quelques jours où j'avais mis en cause par 2 petits tweets innocents la décision d'un juge qui a quand même produit 2 certificats médicaux à la suite de cet événement dramatique. Voilà. Et donc, M. Thomas Joly, son avocat, ont expliqué tout cela et le parquet, les magistrats ont repris, pas encore dans le jugement, mais en tout cas dans les délibérations, ont repris la fausse nouvelle. Mais non, ce n'était pas du tout la scène dont se moquait M. Thomas Joly, c'était le festin de Bacchus. Donc ils ont repris le mensonge qui va sans doute obtenir vérité de justice, et donc vérité de justice, c'est inattaquable. Les juges ne sauraient se tromper. En tout cas, le débat a porté sur la base le débat judiciaire a porté sur la base d'une désinformation. Donc je crois que c'est bien d'attribuer au Monde et à France Télévisions ce bobard d'argent. Alors, c'est un peu triste quand même pour Borne, parce que d'un certain point de vue, c'était le bobard le plus drôle. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment elle qui mérite le bobard. Bon, elle ment, c'est un petit peu dans ses fonctions, voilà. Donc, on ne peut pas tellement lui reprocher. Mais ce qui est fabuleux, c'est la non-réponse. On dirait, si je parlais comme l'ARCOM, la non-maîtrise de l'antenne par le service public, qui la laisse dérouler cette information terrifiante, comme quoi la carte verte, c'est ça? Oui, la carte vitale sera invalide. Bon, remarquez, c'est pas trop grave, parce que ceux qui ont la carte AME aurait toujours pu être remboursé quand même si la carte vitale était invalidée. Donc, ça nous rassure un petit peu. Voilà. Et donc, c'est pas tant Borne qui mérite le bobard, effectivement, que France Télévisions, qui gobe le mensonge. Voilà. Alors, il y a tout de même des bonnes nouvelles. C'est que le bobard, il a pour fonction, et le mensonge médiatique de manière plus globale, il a pour fonction de cacher la réalité et de remplacer la réalité par un autre narratif. C'est relativement facile sur certains sujets techniques. Bon, on vous dit, il fait plus chaud, c'est à cause du gaz carbonique. Bon, on vous dit, le vaccin est super efficace. Bon, c'est pas forcément évident. C'est encore plus facile quand on vous parle d'une guerre lointaine. Très difficile de savoir ce qui se passe, surtout qu'il y a très peu de monde qui va effectivement sur le terrain, contrairement à ce qu'ont fait les gens d'Omerta. Mais donc, malgré tout, il y a un recul. Et toute la série de combats qui sont menés
par les critiques des médias, par les médias alternatifs, depuis 15 ans, 20 ans maintenant pratiquement, ont tout de même un résultat. C'est que le taux de confiance dans les médias ne cesse de diminuer. Alors il ne diminue pas assez vite, mais il ne cesse de diminuer. Bien qu'on enseigne aux enfants, je sais que Florian aurait bien aimé qu'Arte Junior soit récompensé, on enseigne aux enfants, aux collégiens, aux lycéens, à faire confiance aux médias. Au lieu de développer l'esprit critique, on développe l'esprit de conformiste. Eh bien, de conformisme, eh bien, malgré tout cela, la confiance dans les médias ne cesse de s'effondrer. C'est vrai en France, c'est vrai aussi d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique, puisque la chute de confiance dans les médias explique le résultat électoral que précisément les médias n'avaient pas prévu. Et je crois qu'on est passé à un stade tout à fait nouveau avec les médias alternatifs, avec les réseaux sociaux, un stade qui n'est qu'encore qu'au début de son développement. C'est ce que Musk a appelé le journalisme citoyen, c'est-à-dire que chacun fait remonter des informations et que les informations circulent ensuite indépendamment de ce qu'une autorité centrale, l'AFP par exemple, voudrait contrôler. L'AFP a perdu, c'est pour ça que c'est bien qu'ils aient un bobard, il faut quand même qu'ils aient une consolation. L'AFP a perdu beaucoup de son pouvoir, puisque avant, l'AFP parlait de quelque chose, c'était un événement. L'AFP ne parlait pas de quelque chose, ça n'existait pas. Aujourd'hui, eh bien, grâce aux médias alternatifs, grâce au journalisme citoyen, grâce aux réseaux sociaux, l'événement peut être connu et peut finir par arriver, y compris dans les médias mainstream. Donc, il y a vraiment un changement. Et c'est ce changement qui peut nous permettre d'espérer d'aller encore plus loin dans les années qui viennent. Alors, je ne remplirai pas ma mission si je ne concluais pas par où est le petit cochon, voilà. À Polémia, nous faisons beaucoup avec peu de moyens, sous la vigilance d'autorité de notre secrétaire général trésorier Françoise Bonestier. Nous faisons beaucoup avec peu de moyens, mais nous avons quand même besoin de moyens. Et cette cérémonie, eh bien sûr, elle a un coût, ne serait-ce que la salle, la retransmission, la préparation, etc. Et pour cela, vous avez payé votre place, je vous en remercie, mais si vous pouvez faire un don aussi généreux que possible en sortant, eh bien ce sera très bienvenu. Et je vous dis vraiment, aidez-nous parce que nous ne vivons que de cela, et c'est pour cela que nous sommes libres. On traite les sujets que nous voulons, et on traite les sujets les moins politiquement corrects, parce que nous ne dépendons que de nos donateurs. Et donc, je vous demande d'être aussi généreux que possible, et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour la 17e cérémonie des Bobards d'Or. Merci Jean-Yves. Si vous voulez bien rester en place quelques instants, il y a un petit personnage qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette cérémonie, c'est le Pinocchio. Jean-Yves, est-ce que vous voulez venir avec nous? Je vous propose un selfie sale. Restez là et vous pouvez lever les bras en l'air tous pour montrer que vous étiez content d'être là. Liselotte. Alors, on se met à l'envers, on se met à l'envers. D'accord, alors le bobardeau, je le mets là, le bobardeau. Voilà. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Levez les bras qu'on vous voit dans la salle. Resserrez-vous. Toc. Comme ça,
Nickel. Et ben voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été sur place. Pardon. On rend l'antenne, on la reprend. Juste une dernière anecdote sur l'AFP. Il y a peut-être une dizaine d'années, l'AFP avait obtenu déjà un bobard et nous avions décidé d'aller le remettre à l'AFP, vous savez, place de la Bourse. Et donc, nous sommes arrivés et on voulait rentrer pour remettre le bobard à qui de droit à l'intérieur de l'AFP. Ça a été impossible parce qu'il y avait un cordon de CRS qui protégeait l'AFP de cette odieuse agression. Et donc, de manière très symbolique, la police en uniforme protégeait la police de la pensée.